Donc, bonsoir à tout le monde. Peut-être avant de prendre la parole, je souhaite remercier chacune et chacun d'avoir pris le temps de venir assister à la conférence de Madame Duvat. Je me présente, je suis Alex Daï, je suis chargé de mission climat-énergie de la province Nord, donc au sein de la DDE, la Direction du développement économique et de l'environnement. Je prends la parole pour mettre un peu le contexte par rapport à cette conférence. Donc, c'est bien dans le cadre du déploiement du plan climat de la province Nord, donc le plan d'action qui a été validé en 2019 par l'exécutif provincial pour mettre en place les actions d'atténuation et d'adaptation face au changement climatique. Et donc, pour préciser la chose, donc c'est bien dans le cadre du programme PEBAC+, donc la promotion des solutions fondées sur la nature. Concrètement, sur le terrain, on a des démonstrateurs qui sont en fin d'activité dans la haute vallée de Kwawa. Donc, il y a plusieurs démonstrateurs qu'on a pu, réaliser en concertation avec les populations locales. Donc, ça c'est dans le cadre de l'axe 1 de PEBAC+. Ensuite, on a l'axe 2, donc c'est l'ESRAM. Donc ça, c'est la partie, ça a été un travail en collaboration avec SEV et la CECAL. Et donc tout le travail a été de récolter toutes les données existantes au sein de la province Nord et permettre quelque part faire la cartographie des problématiques qui existent et qui sont liées au changement climatique et ensuite de faire la priorisation. Donc c'est une cartographie des actions à prioriser en province Nord. Et ensuite, à la fin, le troisième axe, c'est l'intégration des solutions fondées sur la nature dans les politiques publiques. Donc, pour ça, on a plusieurs actions qu'on a ciblées, dont celle de faire intervenir Madame Duvat dans tout ce qu'elle a fait, mais également des actions qu'on a fait, c'est-à-dire mettre en place des ateliers de sensibilisation et de formation pour les agents de la province Nord, donc en termes d'enjeux climatiques. Et la finalité, c'est de faire en sorte que les fiches de poste soient reformulées et qu'on puisse y intégrer les enjeux climatiques et la mise en œuvre des SFN. Voilà, ça peut rendre les missions de chaque agent plus aisées en termes de mise en œuvre des actions pour être résilient face au changement climatique. Voilà ce que je peux dire pour faire un peu l'introduction. Donc, on a le plan climat et ensuite, on a le programme PEBAC+. L'intervention de Mme Duvat, voilà, c'est dans ce cadre-là. Merci. Merci beaucoup pour cette introduction. Merci pour votre accueil à tous. Cette présentation va s'inscrire dans la continuité d'une longue et passionnante journée que nous avons commencée à 7h30 du matin, effectivement, à la province. Donc avec 2 ateliers aujourd'hui. Merci à ceux d'entre vous qui y ont participé et qui sont encore là ce soir. Merci à ceux qui ne sont pas là ce soir, hein, mais qui ont participé tous avec beaucoup d'intérêt, de cœur, de sourire, de générosité. Ça a vraiment été, moi j'ai passé une excellente journée. Donc c'est un grand plaisir d'être avec vous maintenant dans donc ce cadre-là qui a été rappelé par Alex et qui va me permettre de présenter. Je vais évidemment pas entrer dans le détail. Ce qui va être intéressant, ça va plutôt être l'idée générale. Et après, si vous êtes intéressé par le détail, je peux partager avec vous des documents, je peux partager ce PowerPoint, etc. Ça va être de vous restituer des travaux de recherche qui ont été réalisés en 2023 et 2024 sur la côte Est, donc ici. Dans le cadre d'un partenariat, donc le programme de recherche s'appelle Futurisque. Il s'appelle comme ça puisqu'il s'agit de travailler sur les risques côtiers
passé à futur, d'où futur risque quand même, on ne veut pas juste travailler que sur le passé, passé à futur, pour essayer d'aller de la détection des impacts du changement climatique sur la vie des hommes, en fait, sur le littoral, jusqu'à contribuer à recenser les solutions qui ont été mises en place et regarder ce qui a été fait avec recul, évaluer des projets concrets qui ont été déployés pour pouvoir en apprendre des leçons utiles pour le futur. Donc moi, dans ce contexte, j'ai une immense reconnaissance pour les acteurs qui nous ont, depuis 2023, très généreusement accueillis sur leur territoire. Bien sûr, ce projet de recherche a d'abord été présenté au Sénat coutumier à Nouméa. Il a été présenté à l'ensemble des divisions concernées du gouvernement à Nouméa. De là, nous avons eu la chance d'être accueillis par l'aire Païchi-Kamouki, accompagné par la DGRAC, donc, qui a fait le lien. L'idée était d'essayer de déterminer si, dans le cadre de notre projet de recherche, qui est un projet de recherche assez long, sur 6 ans, pour lequel on avait les financements, déterminer si, sur la côte Est, dans la province Nord, donc, il y avait des communes intéressées à bénéficier d'un accompagnement scientifique et pouvant marcher à nos côtés pour essayer de construire une démarche qui leur soit directement utile. Donc, Païchi-Kamouki, bien sûr la province Nord, avec laquelle un partenariat a été mis en place. Et ensuite, donc, on est venu présenter notre projet de recherche dans un certain nombre de communes. Et la commune de Touhou a manifesté un intérêt important à participer, ainsi que l'association Oout, qui est devenue depuis lors un de nos partenaires privilégiés. Et donc, c'est aujourd'hui un partenaire à part entière de notre projet de recherche. Voilà, donc on est vraiment ce que je vais vous présenter. C'est une partie, pas la totalité, mais une partie du travail qu'on a pu effectuer sur 2023 et 2024. C'est un travail qui a été coproduit, donc c'est moi qui parle, mais je ne suis pas la seule à avoir travaillé. On a travaillé en équipe avec ces différents partenaires. J'ai aussi bénéficié de l'appui en 2023 d'une chargée de mission qui s'appelle Inès. J'ai bénéficié en 2024 de l'appui d'Alice, qui est ici, qui a un magnifique pull rouge et qui est avec vous jusqu'à la fin de l'année et qui poursuit aujourd'hui ses travaux dans le cadre d'une thèse de géographie. Donc je pense que la prochaine fois qu'il y aura une conférence ici à Baco, ça sera Alice qui sera à ma place et ce sera une bonne chose. Donc elle travaille sur la côte Est et elle engage un travail sur les déplacements, s'occuper de prendre en compte l'ensemble des facteurs socioculturels dans l'approche de cette solution d'adaptation qui est quand même ambitieuse mais très complexe à mettre en place. Donc voilà, c'est moi qui parle, mais je souhaite que vous ayez en tête que c'est une équipe à travers ma voix qui s'exprime et que ces résultats ont été coproduits. Donc il va s'agir d'adaptation au changement climatique et je vais commencer par vous préciser un peu le cadre de cette présentation. Finalement, quand on parle de changement climatique, il faut d'abord savoir déterminer ce qui change dans le climat et ce qui change dans l'océan. Ça, c'est ce qu'on appelle les manifestations du changement climatique. Comment il se manifeste très localement. Le climat et l'océan changent et à partir de là, ces changements génèrent des impacts à la fois sur les écosystèmes et sur les humains. Ces impacts sont malheureusement, pour la plupart d'entre eux, des impacts qui sont négatifs. Mais il peut aussi y avoir des impacts positifs. J'en mentionnerai un. Ces impacts invitent les sociétés humaines à réagir et à essayer de mettre en place des solutions d'adaptation. Les solutions d'adaptation visent à réduire les impacts directs du changement climatique sur les hommes et les écosystèmes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je ne vais pas du tout vous parler de mitigation ou d'atténuation, c'est-à-dire que je ne vais pas du tout parler
du volet réduction des émissions de gaz à effet de serre. D'accord? Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une problématique importante. Et le plan climat-énergie de la province Nord a bien sûr ces deux volets. Le volet réduire les émissions de gaz à effet de serre et le volet s'adapter aux impacts du changement climatique. Donc moi, c'est sur ce deuxième sujet que je vais centrer mon intervention. Mais ces deux, finalement, ce sont les deux jambes face au changement climatique. Il y a le côté atténuation, réduire les émissions pour réduire les impacts, et il y a le côté, il y a quand même des impacts, même si on réduisait beaucoup nos émissions, on aurait des impacts, malgré tout forts, résiduels, en hausse, et donc face à ça, il faut mettre en place des solutions. Dans ce paysage qui va être celui de ce soir, j'attacherai à un moment donné une importance particulière aux solutions qui sont fondées sur les écosystèmes, parce que c'est le thème de nos ateliers, et parce que je voudrais partager avec vous des résultats là-dessus. Alors, toujours à titre un peu introductif, pour que vous compreniez comment on a travaillé et pourquoi, aujourd'hui, il y a deux approches possibles pour savoir comment le climat et l'océan, bien sûr, ensemble, vont changer dans le futur. La première approche, celle qui a été la plus développée jusqu'à maintenant, c'est le développement de modèles, en fait. Donc ces modèles, vous voyez les petits globes, vous voyez mes deux petits globes là, ces modèles, ils consistent à diviser en fait le globe terrestre en mailles, donc on le découpe en mailles. On essaie bien sûr d'avoir des mailles les plus fines possibles, parce que si les mailles sont grossières, ça veut dire qu'on va essayer de déterminer comment le climat et l'océan changent sur une région immense, donc on aura très peu d'informations sur tout précisément, par exemple. Donc on divise en mailles les plus petites possibles, et ensuite on fait des maths, c'est-à-dire qu'on mobilise des équations pour pouvoir calculer comment l'énergie, le carbone, l'eau, comment à l'intérieur de ces mailles, le système va changer et transformer le climat demain. D'accord? Et ces exercices de modélisation, ils ont d'abord été faits à l'échelle du globe entier, et le GIEC a joué un rôle extrêmement important dans le déploiement de ces travaux de modélisation. Et aujourd'hui, on est dans une phase dans laquelle on fait ce qu'on appelle de la descente d'échelle. Ça ne nous intéresse pas de savoir comment, en moyenne, le climat et l'océan vont changer à la surface de la Terre. On a besoin de dire comment ça va changer en province Nord, en province Sud, province des Loyautés, et plus précisément sur des zones encore plus réduites. Donc, il y a un défi de descente d'échelle. Ce qui est intéressant avec ces exercices de modélisation, c'est que ça permet, si vous voulez, de connaître le climat du futur. C'est une porte ouverte sur le futur, et un futur qui peut être très lointain. Les modèles du GIEC, jusqu'en 2020 à peu près, ont travaillé à l'échéance de 2100. Et maintenant, par exemple, dans le dernier rapport du GIEC, qui a été remis en 2021-2022, pour l'élévation du niveau de la mer, les modélisateurs ont travaillé jusqu'à 2300. Et nous disent qu'en 2300, suivant ce qu'on va produire comme gaz à effet de serre, la mer va monter en moyenne à l'échelle du globe de 7 à 23 mètres. 2300. Donc, c'est le seul moyen de faire un voyage dans le futur, en fait. Mais ces travaux de modélisation soulèvent des défis qui sont extrêmement importants. Les îles sont petites et passent à travers les mailles des modèles, qui sont quand même restées des mailles trop larges jusqu'à une date récente. Et ça, c'est en train d'être réglé. Et sont, en même temps que je parle, ou presque, des restitutions ont lieu du programme CLIPSA, qui est un programme important qui dit beaucoup de choses. C'est un programme qui aura duré 5 ans ou 6 ans et qui arrive donc maintenant en fin de route. Donc tous les résultats vont être restitués. Vous allez avoir des informations plus précises que ce qu'on avait jusqu'à maintenant sur le climat du futur, notamment sur la pluie et précipitation, par exemple. Donc ça, c'est la modélisation. Elle est nécessaire, mais elle nous donne surtout des éléments sur comment le climat et l'océan seront dans le futur. Après, il nous manque les impacts, il nous manque les solutions et comment, si on met en place des solutions, on va pouvoir réduire ces impacts ou agir sur certaines manifestations. La deuxième approche possible, c'est une approche très différente, c'est une approche qui part des observations
locale du changement climatique. Vous savez qu'on peut installer tout un tas d'instruments. On mesure la température de l'air, c'est ce que vous voyez, les températures de l'air ou les températures atmosphériques, c'est ce que vous voyez sur ce graphique. On a des marégraphes qui nous mesurent l'élévation du niveau de la mer, etc. On peut installer des instruments pour mesurer localement ce qui se passe. Mais on n'est pas obligé de s'en tenir aux instruments et on peut aussi s'appuyer sur des hommes, des femmes, c'est-à-dire sur des populations autochtones en particulier, et sinon locales, qui constituent aujourd'hui, et c'est de plus en plus reconnu, des observateurs directs du changement climatique. Et ça, c'est précieux. Parce que ces humains vont pouvoir produire toute une batterie de connaissances qui ne sont pas produites par les modèles. Donc c'est véritablement complémentaire. Et pour vous en donner une justification supplémentaire, le 7e cycle du GIEC, ce groupe intergouvernemental d'experts sur le climat qui s'occupe de travailler sur ces questions, a mis au cœur de ses priorités pour les prochains rapports, le travail vient de commencer, donc il faut attendre quelques années pour avoir ces rapports, les savoirs autochtones en particulier, mais aussi locaux, non autochtones, mais les savoirs autochtones. Et de la même manière, vous savez qu'il existe une espèce de GIEC de la biodiversité. Dans le cadre de la 2e évaluation qui va être faite sur les écosystèmes, etc., de la même manière, ce GIEC de la biodiversité qui s'appelle l'IPBES a décidé de placer au cœur de sa stratégie de travail les savoirs autochtones. Ces savoirs autochtones, ils sont de plus en plus reconnus depuis le début des années 2000, mais jusqu'à présent, ils ont quand même été peu valorisés, peu recueillis, collectés, et peu mis en évidence, si vous voulez, à l'échelle de territoires comme la Nouvelle-Calédonie, et bien sûr encore moins mis en évidence à l'échelle internationale. Donc, l'idée ici, c'est de se dire que les hommes, étant là où ils ont une connexion très forte avec l'environnement, parce qu'ils ont des activités qui sont en grande partie en fait des activités de subsistance. Donc là où ils ont cette capacité magnifique à décrypter comment le climat et l'océan changent, à expliquer ces changements et aussi parfois même à les prédire en s'appuyant sur ce qu'on appelle des indicateurs bioclimatiques, telle espèce d'arbre, fruitière par exemple, fleurit plus tard ou fleurit 2 ou 3 fois dans la saison, etc. Tout ça nous renseigne en fait sur comment la nature répond à l'évolution du climat. Donc en s'appuyant sur ces indicateurs bioclimatiques, des communautés locales, et c'est le cas des tribus ici en Nouvelle-Calédonie, constituent de véritables observateurs vivants, observateurs fiables du changement climatique. Et donc, c'est ce pari que nous avons fait dans ce projet de recherche, de se dire est-ce qu'on peut travailler avec ces populations, est-ce qu'on peut travailler avec ces tribus pour collecter ces connaissances autochtones et voir jusqu'où ça nous permet d'aller, ce que ça permet de renseigner. C'est très utile d'avoir cette histoire qui nous est racontée localement sur ce qui s'est passé au cours des dernières décennies pour pouvoir se projeter sur les prochaines décennies. C'est-à-dire que ça nous donne des informations qui sont très utiles pour nous adapter au changement climatique jusqu'à 2040, 2050, peut-être un petit peu plus loin. Ça ne nous permet pas de dire quoi que ce soit sur comment sera le climat en 2100 ou comment sera le climat en 2300. Et c'est là que ces deux approches, en fait, se complètent. Donc aujourd'hui, il y a un enjeu stratégique à collecter, à valoriser, à partager et donc à s'appuyer sur ces savoirs autochtones pour comprendre ce qui se passe dans le contexte du changement climatique et mieux s'adapter. Ces savoirs, la modélisation et les observations locales donc, nous renseignent sur les manifestations du changement climatique et nous permettent aussi, ces deux types d'approches sont utiles pour appréhender les impacts du changement climatique. Aujourd'hui, on est dans un monde qui est de plus en plus complexe en fait avec ce changement climatique. Qu'est-ce qui change? Les températures,
l'humidité, les vents. Et quand on est sur les côtes, on a aussi des changements qui concernent l'océan. Donc vous voyez, chacune de ces lignes montre simplement, on se moque du détail là tout de suite, montre simplement qu'il y a un très grand nombre de paramètres qui changent en fait. Et ça crée une situation dans laquelle on a une démultiplication des impacts sur les écosystèmes et sur l'homme. Vous voyez ici une des figures qu'on a produites dans le dernier rapport du GIEC dans le chapitre Petites îles et qui montre que ça va générer une perte de patrimoine naturel, une perte de patrimoine culturel, ça peut générer une submersion de zones côtières basses, la disparition de certains îlots, des problèmes sur la santé, etc., qui au final vont affecter les conditions de vie, en fait, dans ces territoires. Mais voyez, aujourd'hui, on se retrouve avec des graphiques comme ça qui donnent une image qui est quand même assez peu incarnée. Et c'est pour ça que je vous ai mis cette espèce de petit bonhomme qui en a un peu ras-le-bol, en fait, qu'on lui montre des graphiques et qui dit moi, j'y comprends plus rien, en fait, avec tous ces graphiques-là. Et puis en plus, c'est trop théorique et ça ne me raconte pas du tout ce qui se passe chez moi. Et enfin, ce petit bonhomme, au bout d'un moment, il n'en peut plus et il demande qu'on lui raconte plutôt ça sous la forme d'une histoire. Et vous le savez, en milieu autochtone, ce qui domine, ce n'est pas l'écrit et les graphiques, c'est la mémoire, c'est l'oral, c'est la capacité à raconter, en fait, à retranscrire sous la forme d'une histoire. Et c'est bien ça qui fait que ce qui est raconté est reçu par ceux qui écoutent et que ce qui est raconté va pouvoir se transmettre de génération en génération, etc. Et là-dedans, il y a tout un tas d'éléments qui sont très précieux pour l'adaptation. Donc, on va regarder ensemble comment le climat et l'océan changent, comment ça affecte l'homme et les écosystèmes, quelles sont les solutions qui ont été déployées et ce que, grâce au savoir autochtone, on peut en apprendre, et on peut apprendre de comment les solutions réduisent les manifestations du changement climatique et les impacts. Il y a effectivement cette flèche qui repart et qui montre une boucle de rétroaction. Le but, c'est bien sûr de les réduire. Pour ça, je vais m'appuyer sur 20 entretiens qu'on a pu conduire sur la commune de Touault, des entretiens approfondis. Donc, comment on fonctionne? On met en place un guide d'entretien avec des questions assez ouvertes et on fait en sorte de balayer, si vous voulez, toutes les dimensions qui doivent être renseignées. Donc, pour ça, on s'appuie sur la littérature scientifique qui nous dit que le changement climatique modifie tel paramètre du climat, modifie tel paramètre de l'océan, que dans les îles tropicales, on observe plutôt ceci, plutôt cela. Donc, il y a toute une phase qui est assez longue de construction de ce fameux guide d'entretien. Et ensuite, on va discuter avec les personnes qui détiennent des connaissances sur ce sujet. Un échantillon assez varié parce que les gens qui pêchent sont bien sûr très précieux pour documenter ce qui se passe dans l'océan, sur le récif. Ceux qui font de l'élevage ou de l'agriculture vont pouvoir enseigner plus précisément les impacts terrestres, etc. Et donc, ce sont ces résultats que je vais partager avec vous sous une forme assez synthétique. On a retranscrit phrase après phrase ces entretiens. Donc, on a des citations magnifiques. Je ne vais pas vous lire des citations, mais je tiens à votre disposition les rapports de projet. J'ai un rapport de 50 pages qui donne tout le détail et qui permet de donner la voix, la parole à ceux qui nous ont parlé et d'entendre leurs mots. Alors, on va commencer par, à chaque fois, sur ce que je vais vous montrer. Vous allez voir, ça va se compléter au fur et à mesure. Ce qui est rouge, ce qui est montré en rouge sur la partie droite de l'écran, c'est ce que dit la science, en fait. D'accord? C'est ce qu'on avait au moment où on s'est engagé dans cette étude en termes de connaissances scientifiques. Et les petits symboles au milieu, c'est ce que les gens nous ont dit. Donc, les températures atmosphériques augmentent. La science nous dit qu'en 50 à 60 ans, elles ont augmenté d'1,3 degré en moyenne en Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire plus que la moyenne mondiale qui s'établit à 0,9. Donc c'est quand même une île qui s'est réchauffée plus que la moyenne mondiale.
Et on a des projections, et les résultats récents de CLIPSA vont dans ce sens. Pour 2100, on table à peu près sur plus 3 degrés. Ce n'est pas par rapport à aujourd'hui, c'est par rapport à la période 1850-1900, qui est la période pré-industrielle et qui correspond au point de référence. D'accord ? Donc c'est par rapport à 1850-1900 en moyenne que la Nouvelle-Calédonie a déjà pris plus 1,3 degré de réchauffement climatique et que on projette pour 2100 ce fameux plus 3 degrés. Ce que les populations de Touault, les personnes qu'on a interrogées à Touault nous ont bien dit, et ça c'est pas renseigné pour l'instant par la science, c'est que ça avait des conséquences importantes sur l'agriculture d'un côté. Alors là, avec la restitution des résultats CLIPSA, il va y avoir des choses extrêmement précises sur le volet agricole, mais je les ai pas en ma possession, donc je peux pas les présenter. Et aussi des impacts importants sur la santé, avec beaucoup plus de fatigue, beaucoup plus de difficultés à dormir, etc. Le deuxième volet, donc les précipitations, comment est-ce que les pluies changent? Sur ce sujet-là, on a des travaux qui ont été conduits par les chercheurs de l'IRD, l'Institut de recherche-développement, à la fin des années 2010, et qui nous disent qu'on va observer une baisse des précipitations annuelles en moyenne de 20%. C'est pas rien quand même, une baisse de 20% des pluies, c'est quand même un cinquième à 2100, mais seulement 10% sur la côte Est, 30% à Nouméa, donc vous voyez que c'est variable dans l'espace, et que à côté de ça, il y aura moins d'événements pluvieux extrêmes, les épisodes de très fortes pluies, ils seront moins fréquents à l'avenir, mais en revanche, dès qu'il va y en avoir un, ils seront beaucoup plus pluvieux. Et sur la côte Est, les travaux de Dutheil démontrent qu'on pourrait avoir 150 mm de plus en moyenne sur ces événements, ce qui est beaucoup. Donc ça veut dire que la pluie, elle va se répartir de manière moins régulière qu'aujourd'hui sur l'année. Donc il y aura, puisque les températures augmentent aussi, il y aura des épisodes de sécheresse, moins de pluie et des températures plus élevées. Ça éprouve le corps humain, ça éprouve évidemment la végétation qui va avoir du mal à se maintenir. Et comme les pluies vont être distribuées de manière beaucoup plus irrégulière, il y aura moins de ce qu'on appelle les pluies utiles en fait. On sait bien que les plantes, on sait bien que les nappes d'eau souterraines, on sait bien que les humains ont besoin d'une eau répartie assez régulièrement dans le temps. Donc ça va être un défi important. La science le dit, les résultats de CLIPSA le confirment bien évidemment. Et ensuite, ce que vous voyez, ce sont tous mes petits pictogrammes noirs qui correspondent aux impacts que ça va avoir et qui ont été décrits donc par les personnes que nous avons interrogées dans les tribus de Touault. Donc les gens nous ont dit, quand il pleut beaucoup, il y a des chutes d'arbres. Ces chutes d'arbres peuvent tomber sur les lignes électriques, sur les routes, etc. Ça a un impact important sur la capacité de déplacement. Ces pluies ont déjà été défavorables à certaines espèces végétales, engendré le développement des bambous qui aiment l'eau dans d'autres zones dans lesquelles avant il y en avait moins. Donc il y a une observation de la modification de la végétation. Ces fortes pluies sont un problème pour la collecte des ressources alimentaires récifales. Puisque quand il pleut beaucoup, vous le savez, les rivières sont rouges, tout ça part à la mer, et donc on ne peut plus en fait, on ne peut plus pêcher et on a moins de ressources alimentaires marines. Ça engendre des pertes de récoltes, ça peut engendrer des pertes de bétail aussi qui ont déjà été observées. Donc vous voyez que le système alimentaire océanique et terrestre des deux côtés est touché. Quand ces fortes pluies se produisent à marée haute, on a des phénomènes d'inondation qui sont importants. Elles vont aussi générer des mouvements de terrain. Vous le savez, le drame qui s'est produit à Waialou en est un excellent exemple. Donc ça affecte la circulation, l'accès à l'électricité. Ça va générer une recrudescence de certaines maladies, par exemple. Ça a été leptospirose, grippe, c'est ce que les gens nous ont dit. Une prolifération de pestes, comme les rats, les moustiques, des pics de pollution qui vont être observés dans les cours d'eau et à la mer, et une rupture, dans un certain nombre de cas, de l'accès à l'eau, une eau qui n'est plus potable. Quand il n'y a plus d'eau, les écoles ferment.
Et donc, on se rend bien compte par le nombre de pictogrammes, par la diversité, qu'on a des impacts en cascade qui sont extrêmement nombreux et que c'est donc très fortement perturbateur pour le territoire. Troisième chose qui nous a été rapportée, c'est que les saisons sont déréglées, elles sont décalées. Les gens nous ont bien expliqué qu'avant, on pouvait savoir en fait quand il allait pleuvoir. Par exemple, aujourd'hui, c'est devenu complètement imprédictible et que ce dérèglement des saisons a des impacts, et c'est complètement logique, je ne vais pas m'étendre, sur l'agriculture et notamment sur le cycle de l'igname qui est fondamental puisque c'est quand même le calendrier qui régit la vie ou une bonne partie des activités humaines, et puis que finalement, les savoirs qui étaient détenus et qui faisaient qu'on savait quand on devait réaliser telle activité, ils étaient aujourd'hui complètement perturbés, parce que les saisons sont perturbées, donc finalement, on ne peut plus s'appuyer sur le calendrier habituel. La sécheresse est bien sûr défavorable à l'agriculture également. L'augmentation des précipitations océaniques, ça nous a été aussi décrit, avec en particulier le pic thermique de 2016 a généré un phénomène de blanchissement important des coraux. On sait que quand les coraux blanchissent et meurent, il y a des espèces compétitrices qui s'installent, comme des algues par exemple, et on a bien sûr une réduction des ressources marines. Et les gens nous ont raconté que même quand on n'est pas au stade du blanchissement du corail, le fait que l'eau soit plus chaude, en fait, l'eau de l'océan fait que les poissons vont plus loin, ils restent plus près des côtes. Et c'est quelque chose qui m'a aussi été dit en Polynésie, où je suis en train de faire le même type d'études. Donc les ressources s'éloignent, et quand effectivement le pêcheur n'a pas forcément la possibilité d'avoir des bateaux qui lui permettent d'aller beaucoup plus loin, on voit comment ça affecte les ressources. Et avec le prix de l'essence, même si vous avez un bateau aujourd'hui, on mesure bien l'impact direct de tout ça. Donc ça pose question sur les ressources alimentaires, bien sûr tout ça, pour aujourd'hui, pour demain, et en particulier pour les générations futures. À côté de ça, la mer monte. Toutes les personnes qu'on a interrogées ont pu le décrire en nous disant maintenant, quand on remonte dans les rivières jusqu'à à peu près 15 km, on va trouver des requins, on va trouver des poissons de mer en fait, qu'on ne voyait jamais avant. Donc ça nous dit qu'il y a une remontée d'eau salée qui est importante dans les cours d'eau. On va aussi trouver le long de la côte des dépôts de sel en fait, puisque les vagues viennent, surtout quand il y a des submersions, plus loin à l'intérieur des terres. Et les gens nous ont par exemple dit que dans les cimetières aujourd'hui, quand on a malheureusement à faire face à un décès et qu'on creuse pour les cimetières qui sont le long de la côte, il y en a plusieurs à tout haut, et en fait très vite on rencontre une eau qui est salée, et il y a une génération ou deux, l'eau n'était pas salée en fait. Donc on voit bien ce phénomène d'intrusion d'eau saline, et c'est néfaste aussi bien sûr pour les champs vivriers qui sont installés le long du littoral. Il en reste quand même encore un certain nombre et ils jouent un rôle absolument vital. Ça peut aussi bien sûr nuire à certaines espèces cultivées ou naturelles. Donc vous voyez, ça fait, mes petits ronds rouges, c'est les principaux impacts négatifs qui nous ont été mentionnés par les gens. C'est ce qui domine, et on a vraiment des impacts qui sont très nombreux et qui sont très diversifiés, et qui tous sont en phase avec l'état de la connaissance scientifique. Donc j'insiste là-dessus, rien ne nous a été signalé par les habitants qui serait contredit par telle ou telle étude scientifique. Le seul impact positif du changement climatique, et les populations l'observent, c'est la diminution du nombre de cyclones. Et c'est quelque chose qui ressort aussi des travaux de modélisation. On a beaucoup de mal à modéliser les cyclones. C'est très complexe. Mais si vous voulez, il y a 10 à 15 ans, on considérait qu'avec le changement climatique, on avait un raisonnement simple, basique, mais dont on sait aujourd'hui qu'il est complètement faux. On se disait, comme les eaux océaniques se réchauffent et qu'il faut atteindre cette température critique de 26 ou 27 degrés pour que les cyclones puissent se former au-dessus d'un océan réchauffé, on a pensé que réchauffement des eaux de surface, ça allait être une augmentation du nombre de cyclones, et automatiquement des cyclones beaucoup plus forts, puisqu'il y aurait cette pompe de chaleur qui les alimenterait, plus encore qu'aujourd'hui.
Aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle, on sait que c'est complètement faux. Et dans le Pacifique, quand on regarde la Polynésie, par exemple, qui est dans le Pacifique central, quand on regarde la Nouvelle-Calédonie et les autres territoires qui sont dans le Pacifique ouest, on sait que la fréquence des cyclones va diminuer de manière assez significative. Et d'ailleurs, c'est corrélé par les observations Météo France. Vous voyez ce petit graphique-là, il faut juste regarder la hauteur des barres. Il va des années 70 jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez que les barres, elles sont de plus en plus petites. Une barre représente le nombre cumulé de dépressions tropicales et de cyclones sur une année donnée. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle et ça nous a été raconté effectivement par les gens. Alors, il y a ce problème en termes d'aléas et en termes d'impact. Il y a cette question de l'érosion côtière qui est au carrefour de plusieurs manifestations du changement climatique, l'élévation du niveau de la mer, bien sûr, la dégradation des écosystèmes aussi, puisqu'on sait que les plages sont, au moins pour partie, en tout cas certaines d'entre elles, alimentées par des sédiments coralliens. Donc la dégradation des récifs coralliens qui s'observent et qui s'accusent contribue aussi à l'érosion. Et à côté de ça, on attend des résultats un peu plus consolidés, mais on observe quand même, pour l'instant, tous les travaux scientifiques qui ont été réalisés montrent que les houles qui viennent de loin, celles qui viennent des dépressions qui se forment dans les zones tempérées nord et sud et dans les zones polaires nord et sud, se renforcent en fait et vont être plus problématiques dans le futur que les houles cycloniques qui vont être certes très dévastatrices quand il y aura un gros cyclone, mais quand même moins fréquentes. Donc les houles d'origine lointaine vont continuer à toucher la Nouvelle-Calédonie et c'est vrai qu'elle surfe sur un niveau marin plus élevé, donc ça permet aux vagues qu'elle génère d'être beaucoup plus agressives sur les côtes. Et ça, on l'observe aussi en Polynésie, les houles de nord et les houles de sud. Pour prendre un exemple très concret, le dernier très gros épisode, il date de décembre 2008 et il a quand même généré dans les îles du Pacifique 100 000 déplacés. Plus toutes les personnes qui ont tout perdu et qui n'ont pas pu être déplacées. Donc le nombre de déplacés, si vous voulez, ne donne pas une vision complète des impacts dramatiques pour les populations à l'échelle des territoires du Pacifique tropical. Je parle bien du Pacifique tropical parce que ces houles, même si elles se forment à des milliers, on sait qu'une houle, tant qu'elle ne rencontre pas d'obstacles, elle peut parcourir 10 000 km à travers l'océan et elle peut ensuite venir se fracasser sur une île et tout dévaster. Donc l'érosion, oui, l'érosion côtière, c'est un véritable problème sur la côte Est. On a des données, on a un observatoire du littoral en Nouvelle-Calédonie, l'Oblique, qui nous dit que 46% du linéaire côtier à peu près est en érosion, donc c'est quand même près de la moitié. Et ça, c'est calculé sur les dernières décennies, en fait, des années 60-70 à aujourd'hui, et l'érosion, elle est en train de s'accélérer. Donc bientôt, ça ne sera pas 46%, ça va augmenter très vite, tout comme cette élévation au niveau de la mer qui s'accélère et qui, bien sûr, génère aussi une accélération de l'érosion. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que à travers ces entretiens qu'on a réalisés, ça a été très intéressant de voir que, et oui, nos observateurs sur le littoral, observateurs du changement climatique, ont pu nous donner toutes les causes en fait de l'érosion côtière qu'ils observent, et pas seulement l'élévation du niveau de la mer, mais les vagues de tempête, en particulier quand elles se produisent pendant des marées de vives eaux, donc vraiment des très hauts niveaux de marée. La dégradation du platier récifal, du récif rangeant, puisqu'on sait que dans les années 60 à 70, 80, on a directement creusé dans le platier pour extraire des matériaux pour construire les routes. Donc aujourd'hui, on a des trous partout. On a dégradé ce platier. Et quand il est plein de trous, il ne freine plus aussi bien les vagues de tempête, donc elles sont beaucoup plus fracassantes à la côte. Les gens nous ont dit les ouvrages de défense, on a mis des cordons d'enrochement, on a mis des murs de protection. C'est vrai que ça protège la route et qu'on en a besoin, mais c'est quand même aussi vrai qu'on a vu les plages disparaître très vite en fait devant ces ouvrages. Donc ça accélère l'érosion. Et puis, on a eu des constructions de ports, on a eu la construction de l'aéroport, on a mis en place d'infrastructures qui perturbent les courants marins, qui perturbent le transport sédimentaire et qui viennent encore localement aggraver la situation.
Vous voyez ici sur la photographie d'en haut un phénomène de disparition intégrale de plage. Là, avant, on avait du sable partout sur ce substrat rocheux. Et c'est ce qui est en train de se passer sur la photographie du bas. Et c'est très systématique dans toutes les zones dans lesquelles on a extrait sur le platier récifal qui est situé dans la mer, juste au devant de la côte, pour disposer de matériaux de construction. Cette érosion, l'oblique nous montre que sur la côte est, on atteint des valeurs records sur certains sites. Par exemple, à proximité de l'embouchure de la Ponandou, vous voyez qu'on a une valeur de recul, à peu près, on a perdu, le trait de côte a reculé d'à peu près 240 mètres en l'espace de 60 ans. Je veux dire, c'est colossal en fait, ça fait 4 mètres par an en moyenne. On est sur des valeurs records en milieu insulaire. Donc tout ce qui est rouge sur ces extraits cartographiques, c'est du recul, et on a effectivement des sites sur lesquels c'est un recul qui est extrêmement important et où les facteurs de recul se cumulent. Ici, ça a été la construction d'un pont, plus des ouvrages comme des cordons d'enrochement, etc. Voilà, donc cette érosion, ce qui nous intéresse, et c'est pour ça qu'on fait aussi du terrain. Moi, j'ai fait tout le terrain à pied, il y a à peu près 60 km de côte, surtout haut, pour essayer aussi d'identifier tout ce qui est visible et qui est menacé. Et donc, ce que j'ai pu voir, et c'était extrêmement intéressant par rapport à cette carte, par exemple, qui détaille le recul. Vous voyez que sur la carte, ce qui est vert, c'est là où le trait de côte a avancé, ce qui est orange, c'est là où il n'a pas bougé, orange-jaune, et puis où c'est rouge, c'est où ça a reculé. Donc moi, je suis partie avec ma carte sur le terrain et je suis allée j'ai fait tout le littoral à pied et j'ai regardé. Et parfois, sur ma carte, j'avais du jaune ou du vert qui me disait que le trait de côte était stable depuis 50 ans ou que le trait de côte avait avancé, et j'ai vu de l'érosion. Donc aujourd'hui, cette carte, elle est en partie obsolète, et il va falloir qu'on actualise la donnée puisqu'elle ne montre pas la sévérité de l'érosion sur le littoral de Tours. Donc on est dans une phase d'extension dans l'espace de l'érosion côtière, de disparition de plages qui continuent à se produire. On est donc on peut résumer ça par une amplification. On vit une amplification de l'érosion côtière, elle s'accélère et ça va se poursuivre. On sait que la forte dégradation du platier récifal, je viens de vous en parler, et aussi de la mangrove ont contribué à cette érosion. La mangrove a été défrichée avant les années 60-70, et les populations locales, les anciens notamment, ont tout de suite vu en fait qu'il y avait une érosion très forte qui se manifestait. Ça nous amènera tout à l'heure aux solutions. Le quatrième point, c'est que cette érosion côtière qui tente à se généraliser menace des enjeux extrêmement diversifiés, que ce soit les champs vivriers, que ce soit des abris de pêche, que ce soit des cimetières, que ce soit les poteaux électriques, la route, des habitations, etc., etc. Et face à ça, aujourd'hui, on a un degré de protection de tout ce qui est important pour les hommes, qui reste extrêmement faible. Et là où on a des ouvrages, des cordons d'enrochement, des petits murs de protection, etc., ces ouvrages ont aggravé l'érosion, mais ne constituent pas une protection fiable, en fait, vis-à-vis des vagues. Donc on a par exemple beaucoup de cordons d'enrochement dont les blocs sont à moitié dispersés, ils sont disloqués, dont les blocs sont trop petits. Et si on calibre mal par exemple un cordon d'enrochement, le risque est que les vagues de tempête utilisent les blocs comme des projectiles pour aller les balancer dans les habitations. C'est quelque chose que j'ai vu sur un certain nombre de terrains après des cyclones sur lesquels je travaille, où ce sont en fait les cordons d'enrochement qui ont fait le plus de dégâts en étant utilisés comme projectiles par des vagues extrêmement puissantes. Donc aujourd'hui, on doit quand même reconnaître que c'est compliqué, ces ouvrages coûtent cher, il y a moins d'argent dans les caisses publiques, et ce qui est compliqué, c'est qu'il faut les entretenir, c'est qu'à l'extrémité des cordons d'enrochement, ça nous a été à nouveau partagé aujourd'hui pendant nos ateliers. Si vous avez un cordon d'enrochement qui fait 100 mètres de long ou 200 mètres de long, là où il s'arrête, en fait, on est sur du sable. Donc, les vagues vont attaquer beaucoup plus et à un moment donné, elles vont passer derrière et on va se retrouver avec une inefficacité.
Donc voilà quelques photographies. Hein. Vous voyez en haut à gauche ce cordon d'enrochement là, qui protège la station. Il n'est pas satisfaisant pour le faire. Et c'est comme ça un petit peu tout du long du trait de côte. Vous voyez aussi sur la photo en bas à gauche, c'est pareil, on a un bout de cordon d'enrochement, puis à un moment donné, ça s'arrête. Et finalement, on n'est pas protégé. Alors face à ça, que font qu'est-ce qui a été mis en place? Que font les populations locales? Que fait la commune? Que fait la province Nord? Bien sûr, des mesures ont été mises en place. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est pas seulement qu'il y ait de l'action, c'est de se poser la question de est-ce que ce qui a été fait constitue des solutions efficaces pour réduire en fait ces risques auxquels les populations sont exposées. Il ne suffit pas d'agir, mais il faut que les actions soient efficaces. Alors, de manière très intéressante, je reprends mes petites manifestations du changement climatique et mes impacts de tout à l'heure. Vous voyez que c'est le même graphique. Face à l'augmentation des températures océaniques, les gens nous ont dit qu'ils s'adaptaient en travaillant plus tôt le matin pour avoir moins chaud, en fait, qu'ils travaillaient plus tard le soir pour avoir moins chaud aussi. Et donc, cette augmentation des températures allonge le poids, en fait, de la journée de travail pour ceux qui ont des métiers qui se déroulent à l'extérieur. Donc ça, c'est la première conséquence, avec des répercussions ça génère un niveau de fatigue plus élevé, comme par ailleurs, on a un risque d'augmentation des maladies, etc. Vous voyez, très vite, ça met en fait à l'épreuve le corps humain et l'humain. Donc ça, c'est la première chose, adaptation des horaires de travail. La deuxième, c'est la végétalisation. Les gens ont dit que, en fait, ils végétalisaient parce qu'ils se rendent bien compte que là où il y a de végétation, il fait plus frais. Donc c'est important. Ensuite, face à ces fortes pluies qui ont toute une palette d'impacts extrêmement négatifs, différentes solutions ont été mises en place. Alors, essayer de modifier les espèces, par exemple, ou les variétés qui sont cultivées. Essayer par ailleurs, de planter, en fait, vous savez que le long des criques, les gens ont pris l'habitude de planter sur des petits talus, de la même manière qu'on talute, on fait des billons pour cultiver l'igname. Donc en fait, cette technique de planter sur talus au-dessus en fait des niveaux d'inondation est quelque chose qui fait partie donc des savoirs autochtones et qui est réutilisé dans des zones dans lesquelles avant c'était pas du tout la peine de planter sur talus en fait. Donc c'est une forme d'adaptation aussi. Il y a des familles qui ont installé des buses pour faciliter l'écoulement, par exemple, de l'eau des criques à la mer, qui ont aussi, il y a eu, on surélève la route d'accès à son habitation pour pouvoir rentrer chez soi, même quand il y a des phénomènes d'inondation. Et puis, face à ce problème très important de pénurie d'eau potable, soit il n'y en a pas assez, soit il y en a trop et elle n'est pas consommable, les gens ont dit avoir commencé depuis un certain nombre d'années à stocker de l'eau, en fait, mais souvent aujourd'hui d'une manière assez artisanale, si vous voulez, dans des petits contenants. On sait qu'il va pleuvoir, hop, on va sortir, j'ai envie de dire, des grandes gamelles pour collecter de l'eau. Mais on s'est rendu compte que très peu de familles étaient vraiment équipées correctement pour pouvoir collecter assez d'eau, stocker l'eau dans de bonnes conditions sur le plan sanitaire. Et il y a même des personnes qui nous ont dit, moi, des fois, ça m'oblige à aller acheter de l'eau à la boutique, en fait, d'aller acheter de l'eau minérale. Donc on voit que des solutions sont mises en place qu'on peut considérer, pour la plupart d'entre elles, comme de premières réponses qui sont spontanées. Ce ne sont pas des actions planifiées qui ont été pensées en fait à l'avance, en amont, par les collectivités territoriales, etc. Les gens sont en action en fait. Aussitôt qu'ils subissent des impacts, ils s'organisent. Donc aujourd'hui, on a ces réponses spontanées qui sont des réponses réactives. Et effectivement, l'adaptation au changement climatique, c'est pas ça. Ce sont des réponses qui doivent être planifiées, organisées collectivement et de manière anticipée pour être sûr de ne pas être pris de court en fait par les impacts que l'on subit. Donc on a bien besoin
de mesures qui entrent dans des plans d'action, qui soient planifiés dans le temps, qui soient financés pour que l'effort d'adaptation repose moins sur les individus, sur les familles, même si, bien sûr, la commune, la province par exemple, je veux dire, permet que les routes puissent continuer à être pratiquées. Elle a mis en place des ouvrages de défense qu'il fallait pour que les liaisons le long du littoral puissent continuer à se faire. Donc ces acteurs sont très actifs, mais si vous voulez, face à l'augmentation rapide des impacts du changement climatique et à l'ensemble des dérangements qu'il cause, il va y avoir besoin d'actions beaucoup plus ambitieuses, beaucoup plus collectives. Et ça veut dire qu'il va falloir identifier des sources de financement. Face à la sécheresse, les gens se sont mis à arroser des cultures, y compris l'igname, qui n'étaient pas forcément arrosées avant, donc stocker de l'eau, je l'ai dit. Face à l'augmentation des températures océaniques, ils ont avoué que, franchement, ils ne voient pas trop quoi faire. L'océan se réchauffe, c'est typiquement un impact absolument majeur, mais face auquel on ne peut rien faire en tant qu'humain. Et ça veut dire qu'il y a il y a des types d'impacts qu'on peut réduire avec des efforts d'adaptation. Il restera toujours un niveau d'impact, mais on peut le réduire. Par contre, il y a des types d'impacts sur lesquels l'humain est complètement impuissant. Et là, c'en est un très bel exemple. La mer monte. Face à ça, qu'est-ce qu'on peut faire ? Planter le long du littoral des espèces végétales qui sont plus adaptées au sel. Et puis, jusqu'à maintenant, je l'ai peu développé. On peut se déplacer et il y a des déplacements qui ont commencé, pas seulement à Tiwandé où il y a une habitation qui a basculé dans l'océan, mais aussi, par exemple, l'an dernier, j'ai travaillé avec la commune de Ponériouin et la tribu de Mou. Je suis allée visiter effectivement le site de leur relocalisation à Mou où on est sur un déplacement partiel, c'est-à-dire que des jeunes couples, familles avec enfants, commencent à se réinstaller dans les hauteurs, alors que les anciens, les vieux, restent encore sur le littoral. Et là, à Mou, franchement, c'est très complexe. On est sur un couplage de submersion marine et d'érosion qui fait que le niveau de menace est vraiment extrêmement élevé. Donc, c'est intéressant. Parce qu'on s'aperçoit que, si vous voulez, toutes ces mesures qui sont mises en place localement, pour la plupart d'entre elles, étaient restées complètement invisibles, en fait, puisque ce sont des actions qui sont déployées par les familles, qui sont pour certaines discutées par les tribus. Elles ne sont pas toutes visibles. Et c'est important qu'on se rende compte des efforts d'adaptation. Donc, face à l'érosion côtière, on a pu, qui est quand même un problème important sur cette côte, on a pu observer différents types d'interventions, restauration des mangroves. Demain, on va avoir une belle journée de terrain là, dans le cadre de notre atelier sur les zones d'intervention de l'association Eau-Août. Et ça, c'est assez fabuleux, puisque grâce à l'observation des impacts du changement climatique et des vagues sur la côte, et à cette observation qu'avoir défriché la mangrove a causé ou considérablement aggravé l'érosion le long du trait de côte. Assez vite, les anciens ont dit mais il faut qu'on replante la mangrove, et ils ont commencé à le faire à partir des années 70, 80, et tout ce travail est monté en puissance et aujourd'hui porté par l'association Eau-Août, qui est beaucoup plus récente, je crois qu'elle date de 2013. Et donc, ça permet d'avoir un animateur, de répondre à des appels à projets, de trouver des financements, d'obtenir du soutien, etc. Mais les premiers qui ont été les alerteurs et les premiers à identifier le problème, à identifier la cause du problème et à proposer des solutions, ça a été les anciens. Plantation parfois près des cyclones, c'est la photographie que vous voyez en haut à droite de cocotiers, parce que certains cyclones apportent pas mal de dépôts, en fait, de débris sédimentaires, et donc les gens se sont dit là c'est plus haut après le cyclone, donc il faut absolument stabiliser ces sédiments, et là en particulier ont été plantés des rangées de cocotiers. Ça vaut pas les services que peut rendre le bourrao, par exemple, il y a d'autres espèces qui sont beaucoup plus adaptées, mais ça montre bien là aussi que les gens saisissent en fait les opportunités pour agir. Et en bas, ce que vous voyez, alors moi, ma préférée, c'est bien sûr la photographie du milieu, puisque en fait, on est sur un site sur lequel la mangrove avait été intégralement défrichée. On est sur le périmètre de la tribu de Coé. Et par endroits, le long du littoral, sur le platier récifal, il reste d'immenses et très très vieux palétuviers, qui sont en fait les restes, les survivants des forêts de palétuviers du passé, qui étaient magnifiques, qui s'étendaient très loin vers la mer, qui étaient très denses, et avec des arbres d'une hauteur qui est véritablement impressionnante.
Ceux-là donc ont été en grande partie supprimés. On a ces vieux témoins qui nous montrent que la forêt a été belle à un moment donné dans le passé. Et ce que vous voyez sur la photographie du milieu, ce sont des périmètres de restauration de mangroves qui ont à peu près 15 ans. Et c'est assez génial parce que ça montre qu'en 15 ans, on peut avoir une forêt de palétuviers quand même assez dense, assez épaisse et à l'arrière de laquelle la plage s'est reconstituée. Puisque les palétuviers atténuent l'énergie des vagues avec leurs racines, avec leurs troncs, etc. Donc, les vagues, au lieu de continuer à agresser la côte et à être érosives, elles deviennent constructives. Elles charrient avec elles des sédiments qui viennent du récif corallien. Et c'est un des endroits magnifiques où on a eu recréation d'une plage, naturellement, suite à cette opération de restauration de la mangrove. Donc ça prouve en fait qu'il y a des actions qui ont été mises en place par les anciens et qui fonctionnent très bien. Donc on continue à planter le long du trait de côte et on a bien raison puisque ça donne des résultats positifs. La science nous dit justement, et c'est un des résultats majeurs, en tout cas pour Touault, de la thèse de Maxime Dufil, Institut de recherche-développement, qui a été soutenu en 2024, qu'à Touault, justement, proximité de l'aéroport, là on a un petit îlot, et cette thèse nous dit que le récif corallien, ici, atténue l'énergie des vagues de 92%, donc c'est énorme en fait. C'est complètement en phase avec ce qu'on sait de la capacité d'atténuation des vagues des récifs coralliens à l'échelle mondiale. Quand on prend tous les cas qu'on a à l'échelle du globe, c'est entre 70 et 97%. Donc vous voyez, 92% à Touault, c'est un excellent score. Et ça veut dire que ce récif, c'est vraiment une protection majeure. Et à l'arrière du récif, une fois que les vagues ont été freinées par le récif corallien, elles passent à travers la mangrove qui viennent atténuer leur énergie de 49% supplémentaire. Donc c'est vraiment une quantification extrêmement porteuse du rôle de ces écosystèmes, parce que vous voyez que mangrove, en moyenne à l'échelle mondiale, c'est 36%. Donc ça veut dire que les récifs et les mangroves de Touault sont vraiment d'excellents alliés. Donc cette histoire que les anciens nous ont racontée, ces visites de terrain au cours desquelles ils nous ont montré en fait ce qui s'est passé, ce qui a changé sous l'effet de leurs actions, c'est complètement en phase avec ce que des travaux de modélisation réalisés par des scientifiques peuvent montrer. Alors après, bien sûr, tout n'est pas rose, c'est assez difficile de s'adapter et face à un problème comme l'érosion côtière, ce qui nous a été communiqué par l'ensemble de nos partenaires, c'est le coût élevé des interventions et le besoin d'un soutien financier pour s'adapter. Parfois, des phénomènes de résistance de certains jeunes qui sont trop jeunes pour avoir vécu des cyclones importants ou des houles importantes et qui n'ont pas forcément envie d'aller habiter un peu loin du littoral. Un besoin de soutien public, et c'est pas seulement financier, c'est un accompagnement et notamment des déplacements qui ont commencé à s'opérer. Il y a des gens qui ont commencé à se déplacer, mais qui ont besoin de routes, qui ont besoin d'accès à l'électricité, qui ont besoin de l'eau. Et ça, c'est aux acteurs publics de prendre cette responsabilité-là. Et ça ne s'arrête pas là. Beaucoup nous ont dit, mais moi, si je me déplace en hauteur, comment mon enfant va aller à l'école? Combien de temps ça va lui prendre? Les transports en commun, ils ne passent pas là. Et on va être plus loin, en fait, des services de santé. Donc moi, comment je fais si j'habite loin des services de santé? J'ai tel âge ou j'ai tel problème de santé ou ma sœur là. Donc il y a tout ça. Il y a aussi, bien sûr, la question foncière. Vous le savez aussi bien que moi. Même si on est sur un foncier coutumier, les tribus ont plus ou moins de fonciers adaptés pour se déplacer en hauteur. Et parfois, le foncier qu'elles possèdent en hauteur n'a pas forcément toutes les qualités nécessaires pour pouvoir pratiquer l'agriculture qui nourrit tout un chacun et pour pouvoir s'installer. Il ne s'agit pas de se déplacer pour aller s'exposer au risque de mouvement de terrain. On ne cherche pas à transférer les risques, on cherche à se mettre véritablement en lieu sûr, et sur un territoire comme celui-ci, ce n'est pas simple en fait. On est dans une situation multirisque. Et puis, se déplacer, c'est un déracinement, c'est une perte de lien. Et ça génère un traumatisme psychologique. Les gens ont utilisé le terme de dérangement mental. Ça cause un dérangement mental et ce dérangement mental, il ne peut pas être compensé en fait. Donc ça, c'est un coût qui est très fort et face auquel, malheureusement, là, pour le coup, il n'y a pas de solution.
Donc tout ça a fait ressentir aux personnes qu'on a interrogées le fait qu'on était quand même sur un territoire sur lequel il y a des inégalités fortes. Beaucoup nous ont dit, mais tu sais, si tu es à Nouméa, tu as de l'eau au robinet en fait, et tu peux la boire tous les jours de l'année. Elle coule tous les jours de l'année, et tu peux la boire tous les jours de l'année. Mais si tu es à Touault, tu n'as pas de l'eau au robinet dans certains cas, et quand on a, tu peux pas la boire tous les jours de l'année. Il y a des coupures, parfois elle nous rend malade, etc. Donc, ça fait remonter des choses qu'on connaît, mais auxquelles il est important de s'attaquer. La question du changement climatique est une raison de plus de mettre en place les efforts qui sont nécessaires. Donc, un sentiment, parfois de délaissement, parfois d'injustice, et en tout cas des besoins qui sont très forts, et une volonté que ces besoins soient adressés dans le futur. Alors, sur cette figure, sur ce schéma, c'est juste une synthèse, et on avait discuté avec Gaël, donc de la province Nord, qui au moment où j'avais présenté ça à la mairie de Touault, m'avait dit avec ce schéma qui résume un peu tout, on pourrait construire un espèce de jeu de plateau pour aller partager ça avec les enfants, pour aller partager ça avec les jeunes en fait, en milieu scolaire. Vous voyez qu'en rouge, c'est tout simplement la synthèse des manifestations du changement climatique que je vous ai décrites. Dès qu'il y a eu un petit rond bleu à côté, ça veut dire que ces manifestations, dans le cadre de nos entretiens, ont été renseignées par les gens. Donc, il y a une connaissance locale. Tous les ronds bleus, c'est là où il y a de la connaissance locale. Tous les ronds jaunes, c'est là où il y avait au moment où on a fait cette étude de la connaissance scientifique. Et vous voyez bien sur le long de la flèche rouge comment le climat et l'océan changent. La science en dit quelque chose et les gens en dit quelque chose. Dès que vous arrivez sur la flèche noire, qui est la flèche des impacts, les pastilles jaunes disparaissent. Il y a beaucoup moins de connaissances scientifiques, mais par contre, on a des connaissances autochtones, connaissances locales, qui pour le coup renseignent les impacts. Et dès qu'on arrive sur la flèche verte, qui est la flèche des solutions, on s'aperçoit que la science, elle ne sait pas grand-chose des solutions qui ont été mises en place, et que si on ne va pas discuter, les collecter auprès des gens, on n'en aura pas d'idée. Et on n'aura pas d'idée de si ces solutions sont bonnes, si elles génèrent des impacts négatifs, etc. Donc, ce système, il est volontiers sous forme de cercle pour dire que si on travaille bien, les solutions vont réduire les impacts, etc. Et on va pouvoir ensemble s'inscrire dans un cercle vertueux. Donc voilà l'histoire que ça nous raconte. Et je vais poursuivre en me concentrant maintenant sur les solutions fondées sur la nature ou sur les écosystèmes, comme on les appelle, pour partager avec vous. En fait, j'ai outre-mer, tout territoire confondu, j'ai pu travailler sur 25 projets différents de solutions fondées sur la nature, 5 en Nouvelle-Calédonie, dont 2 en fait, qui m'ont permis de travailler avec des tribus. Et là, je vais vous parler du travail qu'on a fait avec Ohut. Alors le but, c'était de se dire quoi? C'est de se dire que, comme je vous l'ai expliqué précédemment, on a très peu, dans la littérature scientifique, on sait très peu de choses en fait sur les solutions qui ont été déployées sur les territoires, et on sait encore moins de choses sur ce qui marche, ce qui ne marche pas, et comment on peut faire pour avancer mieux et plus vite. Donc, aller travailler avec les gens sur place, c'est un moyen de rendre visible ce qui reste pour l'instant invisible. D'accord? Donc, mettre en visibilité, rendre visible ce qui se fait au quotidien, mais qui n'est pas visible. Moi, c'est un de mes enjeux. Et je travaille actuellement, là, sur une période de 5 ans, sur réussir à dresser une cartographie régionale, donc à l'échelle des îles tropicales du Pacifique, en prenant les différents pays, une cartographie de ce qui se fait, notamment en solutions fondées sur la nature, mais pas que. Je suis en train de construire une carte de données, et tout ça sera mis sous la forme d'une cartographie interactive. Vous pourrez cliquer à droite, à gauche, pour voir ce qui se fait à Samoa, voir ce qui se fait à Fidji, voir ce qui se fait au Salomon, etc. Et ça se fait d'ailleurs avec le soutien du programme régional océanien pour l'environnement. Voilà. Donc, il faut déjà savoir ce qui se fait. Ensuite, il faut connaître les forces et les faiblesses des projets qu'on déploie. C'est très important puisque ça va nous permettre de dire si ce sont de bons projets d'adaptation pour demain ou s'il vaut mieux changer de chemin parce qu'ils ne sont pas bons, et autant le savoir tout de suite. Ce n'est pas la peine de perdre davantage de temps. Ça nous permet aussi de dire qu'est-ce qu'il faut actionner comme levier
pour que ces projets se déclenchent et donnent de bons résultats. On a besoin de connaître les leviers, on a aussi besoin de connaître les obstacles. Si on n'identifie pas les obstacles, on ne sait pas quels sont les obstacles qu'on doit sauter sur notre chemin. Donc on a besoin de ça aussi. Et enfin, on doit aussi s'occuper de regarder de manière assez précise ce que ces projets d'adaptation produisent en fonction du type de porteur, en fonction du type d'acteur en fait qui les met en place. Est-ce qu'un projet porté par une commune donne le même type de résultat qu'un projet porté par OOUT, par exemple, une association locale, donne le même type de résultat qu'un projet qui peut être soutenu, et il y en a aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie sur Bourail, soutenu par le ministère de la Transition écologique, qui est bien loin, qui est à Paris, mais bien sûr, qui travaille avec des acteurs locaux. Donc, on sait que le portage est variable. Et moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de partager avec vous la différence, ce que j'ai pu décrypter, de la différence entre des projets qui sont portés par ce que je vais appeler et accepter mes guillemets et mon approximation des acteurs occidentaux, et de l'autre côté, des communautés autochtones. Donc ici, des tribus, qui travaillent en lien étroit avec des associations locales. Et ça, c'est important pour comprendre, intégrer, valoriser au mieux le rôle des acteurs autochtones dans l'adaptation au changement climatique. Ces acteurs étant centraux, c'est extrêmement important qu'ils puissent aussi recevoir l'appui technique, les financements, etc., dont ils ont besoin, puisque ce sont des moteurs essentiels de l'adaptation. Au-delà, l'idée, bien sûr, quand on regarde à la loupe des projets d'adaptation fondés sur la nature, on veut savoir s'ils sont efficaces, est-ce que ça marche? Je vous ai montré tout à l'heure avec ma mangrove qui a 15 ans que ça a permis de reconstituer une plage. Donc là, il y avait de l'érosion, il n'y en a plus. C'est une preuve de l'efficacité. Est-ce que c'est moins coûteux, plus rentable sur le long terme que de faire du cordon d'enrochement? Est-ce que c'est facile à déployer sur le terrain? Et est-ce qu'on peut se dire que de toute façon, même si ça ne marchait qu'à moitié, c'est quand même sans regret, parce qu'à partir du moment où vous resterez de la mangrove, vous allez avoir plus de poissons, donc vous allez avoir plus de ressources alimentaires. Il y a tout un tas de co-bénéfices, en fait, il y a tout un tas d'avantages à opter pour ces solutions fondées sur la nature qui font que, même si ça ne réduisait le risque que de moitié, c'est quand même peut-être intéressant à considérer. Donc l'idée, c'était de regarder tout ça. Alors comment on fait? On travaille main dans la main avec les équipes qui déploient des projets locaux. Moi, là-dedans, je suis le chercheur et l'acteur, c'est l'équipe qui conçoit, met en place sur le terrain le projet. Donc ensemble, on a pu travailler déjà à identifier les projets. Je vous l'ai dit, ils sont invisibles. C'est la partie cachée de l'iceberg. Donc il a fallu faire une espèce d'enquête pour essayer de dénicher où ces projets fondés sur les écosystèmes sont déployés en Nouvelle-Calédonie. Une fois qu'on les a eu identifiés, il a fallu aller collecter auprès des acteurs qui les déploient de la donnée. Donc, on leur a demandé d'accepter de partager avec nous tous les documents de projet. Il y a des rapports techniques, il y a tout un tas, il y a toute une documentation qui existe. Nous accompagner sur les sites pour nous expliquer concrètement quelles actions ils ont mises en place, quand, où, etc. Et puis ensuite, on a réalisé là aussi des entretiens. Donc, vous voyez, en sciences humaines et sociales, les entretiens, parler avec les gens en fait, apprendre des gens, collecter ce qu'ils acceptent, ce qu'ils nous font l'honneur de bien vouloir partager avec nous. C'est vraiment une méthodologie qui est absolument vitale. Réaliser des entretiens pour collecter toutes les informations nécessaires pour comprendre ces projets. Ça nous a permis de réaliser une première évaluation, un premier portrait, si vous voulez, de ces projets, avec leurs forces et leurs faiblesses. À partir de là, on a partagé tous nos résultats de cette première évaluation avec les porteurs de ces projets et leurs partenaires. Et ça leur a permis de regarder un petit peu notre évaluation, de poser des questions, de dire mais ici il manque de l'information, là peut-être je suis pas d'accord, et donc d'avoir une deuxième session approfondie de travail ensemble pour être sûr de discuter les résultats, de les valider ensemble. Donc ce que je veux vous dire à partir de tout ça, c'est que l'association OOUT, c'est que ses partenaires avec lesquels on a travaillé sont des experts en fait, tout autant que moi. On est tous des experts en fait. Les experts, ce sont ceux qui savent.
D'accord? Et ceux qui savent ont des profils extrêmement différents, ils ont des âges différents, c'est des hommes, c'est des femmes. Hein, et ces exercices sont donc des exercices d'évaluation par jugement d'experts. Hein. Et à partir de là, bien sûr, nous, en tant que chercheurs, après, on décortique les résultats, on les analyse, on va les restituer sur place, présenter les résultats finaux, les mettre en discussion sur le terrain, faire en sorte aussi, puisqu'on a impliqué tout le monde, on a finalement des participants qui ressortent de là en étant capables de refaire une évaluation de leur côté. Donc, on a aussi fait un transfert méthodologique, on a aidé à renforcer des capacités locales, et ça, c'est vital, en fait, pour que ça vive sur le long terme. Donc, c'est vraiment une approche collaborative, co-construite de A à Z. Nos variables, nos indicateurs ont été validés par une équipe d'une petite dizaine d'acteurs. Donc, résultats co-construits sur la propriété de nous tous, discutés, validés, partage plus large lors d'ateliers de restitution, et puis avec des actions de valorisation. Je vais aller vite sur la méthode. Je veux juste que vous vous rendiez compte qu'il y a 3 boîtes. Une boîte verte, c'est si la solution marche, on évalue ça. Une boîte bleue, c'est comment on fait pour remplir au mieux les conditions qui feront que cette solution va marcher. Et une boîte jaune, c'est tous les cadeaux qu'elle nous fait en plus de réduire le risque climatique. C'est tout ce que ça apporte de plus. Je vous parlais de la mangrove qui permet, par exemple, qui aide à reconstituer, elles agissent comme des nourriceries, donc reconstituer les ressources pour la pêche. C'en est un exemple extrêmement concret. Donc, on fait notre petite évaluation, on finit par construire des petits graphiques qui ressemblent à ce cercle. C'est comme un gros gâteau. Il y a 30 parts de gâteau. Chaque part de gâteau, c'est un indicateur particulier. Et si le projet est bon, sur une tranche, la couleur est foncée jusqu'au bord du gâteau, en fait. Je préférais vous montrer ça, mais je n'ai pas le droit de me déplacer à cause du fait que cette conférence est filmée. Donc, ce que je veux juste vous montrer, je ne veux pas aller dans le détail, mais je vais assez vite en arriver au résultat. On a fait ça sur 25 projets répartis donc, dans 5 outre-mer, et tout ça, c'est disponible pour vous si ça vous intéresse. Et vous voyez la carte en haut, Nouvelle-Calédonie, où on a essayé de couvrir différentes parties du territoire. Et ça, c'est intéressant. De manière générale, si je vous représente mon petit graphique, si je fais la moyenne en fait des résultats obtenus pour les 25 projets, j'obtiens ce gâteau-là. Vous voyez, ce gâteau, il a un score final de 59,5%. Ça veut dire quoi? Le maximum, c'est 100, le minimum, c'est 0. D'accord? Donc, ce chiffre de 59 au milieu du graphique dit qu'on a fait un petit peu plus de la moitié de la route, si on veut, des bons projets d'adaptation fondés sur la nature. Ça veut dire que nos projets aujourd'hui, ils ont des forces. C'est toutes les tranches qui sont les plus longues vers la bordure, qui sont le plus foncé, le vert le plus foncé, le jaune le plus foncé, le bleu le plus foncé. Dès que, effectivement, la tranche du gâteau est longue et va vers la bordure, c'est des forces. Et quand elle est très courte ou qu'elle n'existe pas, c'est des faiblesses. Donc, ce qu'on va retenir ensemble, c'est qu'on peut se dire, en moyenne, on a fait la moitié du chemin pour être capable d'avoir des solutions d'adaptation fondées sur les écosystèmes qui soient bonnes pour réduire l'érosion, pour réduire la submersion marine. On n'est pas si mauvais, en fait. C'est une première évaluation et on est en train d'apprendre en marchant, comme dirait Hout. Donc, c'est pas si mal. Maintenant, je vous montre la moyenne pour les projets calédoniens. Vous voyez que la Nouvelle-Calédonie, par rapport à la moyenne de mes 5 outre-mer, elle a un score qui est plus élevé. Si je ne dis pas de bêtises, on est à 63 et quelques. C'est un petit peu plus haut. Et vous voyez que certaines parts de ce gâteau de la réussite vont toucher les bords du graphique. Donc, il y a vraiment des domaines dans lesquels la Nouvelle-Calédonie, elle est forte, en fait. Elle est forte, elle est plus forte, en tout cas en moyenne que les autres outre-mer, sur la gouvernance. Elle est plus forte sur l'acceptabilité sociale, elle est capable d'embarquer beaucoup plus que les autres territoires, comme la Caraïbe par exemple, comme la Réunion aussi, embarquer tous ceux qui sont concernés dans l'aventure de ensemble, on met en place ces solutions, on fait quelque chose de participatif. Elle est aussi forte sur la partie orange qui correspondent à ce que j'appelle les cadeaux. En plus de réduire le risque, il y a plein d'autres bénéfices et ces bénéfices sont partagés.
Et maintenant, si on regarde le projet de Touo, vous voyez, on a 64,4. Si je vous montrais le projet qui a été porté par l'association Pop Waden, avec laquelle on a travaillé à Point-Dimier, c'est encore mieux, c'est 77%. C'est un giga projet, hein, c'est un très bel exemple ultramarin. Mais là, je vais parler de Touo. Alors, il est assez représentatif de projets qui sont portés par des communautés autochtones. Il y en a à Samoa, il y en a à Fidji, il y en a aussi, j'ai travaillé avec des populations d'atolls en Polynésie française. Et ce qui m'intéresse là maintenant tout de suite, c'est de mettre en évidence les atouts spécifiques de ces projets portés par les tribus ici. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, restauration de mangroves, depuis les années 80, impulsée par les anciens. Et vous voyez d'ailleurs sur ma photographie de gauche, enfin, elle arrive un peu tard, mais vous voyez ce survivant de la vieille forêt de palétuviers qui est tellement plus grand que les jeunes palétuviers qui ont été replantés autour. Donc l'idée, c'est vraiment de reconstituer ça. Quels atouts? D'abord, premier atout, et il est majeur, en fait, ces projets s'appuient sur des savoirs autochtones qui ont fait leurs preuves, en fait, qui sont des savoirs extrêmement solides. Les gens nous ont, par exemple, raconté qu'ils faisaient, et Haute a travaillé avec eux là-dessus, la méthode de la plantation agrégée. La plantation agrégée, ça consiste à planter à chaque fois qu'on le peut les petits palétuviers près des grands. Et les gens nous ont dit, les grands palétuviers donnent de la force aux petits pour pousser. Et ils ont même dit, c'est comme pour des enfants, en fait. Un enfant, il a besoin des plus grands que lui pour grandir. Et le palétuvier, c'est pareil. Donc, il y a par exemple cette technique, c'est une des techniques de restauration de mangroves utilisées, c'est pas la seule à Touo, mais la plantation agrégée et qui s'appuie en fait sur ces connaissances qui sont ancestrales. Deuxième atout de ces projets, ils ont prouvé leur efficacité. Vous le voyez avec cette photo que je vous remets là en bas à droite, cette plage qui s'est reconstituée. Il n'y a plus du tout d'érosion ici sur ces secteurs dans la tribu de Koé. Et donc, parce que l'efficacité est là, parce qu'elle est visible, il y a une confiance très forte dans cette solution et ça permet en fait d'impliquer la communauté et ça a permis de poursuivre l'action même pendant des périodes où il n'y avait plus de financement sur projet dédié. Ça permet d'avoir cette action en fait depuis les années 80, elle se déroule. Moi je connais pas beaucoup d'exemples d'actions, de projets d'adaptation qui sont en vie depuis 40 à 50 ans quoi. C'est quand même assez génial. Ça se poursuit. Donc, on atteint une condition absolument fondamentale pour l'adaptation au changement climatique, c'est la viabilité sur le long terme et la montée en échelle. Comme ça marche, on réplique ça le long du littoral. Comme ça marche et qu'on communique avec les tribus voisines bénéficient de tous ces savoirs et peuvent entrer, elles aussi, dans la danse. Et ça, si vous voulez, la montée en échelle en répliquant un petit peu partout le long du littoral et assurer la viabilité à long terme, c'est justement deux énormes défis que le fonctionnement sur projet, sur 3 ans, sur 5 ans, avec des financements dédiés, que je vais me permettre, c'est juste pour me faire comprendre, c'est pas discriminant dans ma bouche, que je vais appeler à l'occidental, parce que c'est un peu le mode de fonctionnement institutionnel classique, si vous voulez, je peux l'appeler aussi comme ça, il a beaucoup de mal à répondre à ces deux défis. Le défi du temps long et le défi de l'amplification spatiale. On n'y arrive pas, et ce n'est pas vrai que pour la Nouvelle-Calédonie, les îles tropicales, etc. C'est quelque chose qu'on observe quand même à l'échelle régionale et de manière générale dans le monde. Et ça marche bien sûr, pourquoi ? Parce qu'on a cette transmission intergénérationnelle qui permet d'adresser le défi du temps, et on a ce travail au sein des tribus et intertribus qui permet d'adresser le défi de l'expansion dans l'espace. Et ça, c'est magnifique, et ça, c'est directement ancré, en fait, dans les valeurs autochtones. Quatrième atout spécifique, c'est le fait que ces projets génèrent beaucoup de co-bénéfices. On nous a dit vivrier, les poissons, renforcement de la biodiversité, ça renforce les solidarités au sein des territoires, au sein des tribus, entre les tribus. Ça renforce les capacités, les connaissances de tous et la capacité à faire, les capacités techniques de chacun.
Ça permet aussi de sensibiliser plus largement. Et ces bénéfices, ce qui est quand même là aussi une caractéristique spécifique de ces projets portés par des tribus, c'est qu'ils sont partagés. Ce n'est pas forcément le cas de tous les projets qui sont conduits dans d'autres contextes sociétaux. On a souvent, et moi c'est ce que j'ai vu avec mes 25 projets, on a souvent la liste des gagnants, ceux qui ont gagné en fait à la mise en place de la solution, et la longue liste des perdants, et entre les deux des conflits qui parfois sont insolubles en fait, avec des opérations de sabotage des solutions, avec voilà, tout un tas de difficultés, alors que là on n'est pas dans cette situation-là. Et ce qui est aujourd'hui extrêmement porteur, c'est que ces actions s'inscrivent, sont portées par des stratégies plus larges qui sont celles qu'ont déployées les collectivités territoriales, les acteurs publics qui viennent aujourd'hui apporter un soutien qui est fondamental à cet effort. Ça va être le plan de gestion de l'environnement qui a été mis en place par la commune de Thouot, qui en fait constitue à l'échelle communale un document stratégique qui vient favoriser, reconnaître, renforcer en fait cet effort des tribus. C'est aussi, bien sûr, il y a eu le classement UNESCO, et le classement UNESCO au août et les autres associations ont pu être créées, bénéficier d'un soutien, une reconnaissance, des fonds, etc., grâce à ce classement UNESCO. Et c'est bien sûr le plan climat-énergie de la province Nord, qui a été très pionnière, je crois qu'il date de 2019, si je ne dis pas de bêtises. Et aujourd'hui, c'est quand même le modèle de ce qu'il va falloir arriver à faire dans les autres provinces, à se doter de ce document de cadrage. Dont tu nous expliquais tout à l'heure les différents axes et comment en fait les ateliers de sensibilisation ou même la conférence de ce soir viennent se placer dans ces axes et ça c'est fondamental. Donc aujourd'hui voilà tout ce qu'on a. Ces projets portés donc par des communautés locales font aussi face à des défis, bien sûr. Ce sont des projets dans le cadre desquels il n'y a pas, si vous voulez, de mesures quantitatives. On ne produit pas de chiffres sur jusqu'à quel point ils réduisent le risque. Et ça, on aurait besoin de le faire. Maintenant qu'on a les résultats de la thèse de Maxime Dufil, qui a mesuré comment les vagues, des événements extrêmes, en passant à travers le récif à Thouot, en passant à travers la mangrove à Thouot, quel est le taux de réduction de l'énergie des vagues, je vous ai dit 92% et 49%, on aurait besoin, il faut que je demande ça à Maxime Dufil, mais je ne sais pas s'il va être d'accord, on aurait besoin que le même travail soit fait sur nos mangroves qui ont 15 ans, en fait, est-ce qu'elles freinent autant les vagues ou pas que les mangroves qui n'ont pas été détruites par l'homme, etc. Donc, on a besoin de mesurer cette réduction du risque parce que ça aidera à convaincre des financeurs, à convaincre les élus, ça aidera à apporter un soutien beaucoup plus conséquent. Et si on suit la capacité de nos écosystèmes à réduire l'érosion côtière, à réduire la submersion marine, on sera aussi en capacité, si vous voulez, de capturer le moment critique à partir duquel ils n'arriveront plus à réduire le risque suffisamment pour que les gens continuent à vivre sur le littoral. On a besoin de capturer ce point de basculement. Et dans le contexte du changement climatique, on sait que des mesures qui sont des solutions parce qu'elles fonctionnent aujourd'hui vont petit à petit devenir moins efficaces au fur et à mesure que l'océan va chauffer, les coraux vont blanchir, les coraux vont mourir et peut-être un jour disparaître. L'élévation du niveau de la mer est en train de s'accélérer. À un moment donné, elle pourrait prendre de court la mangrove qui n'arrivera pas à capturer des sédiments suffisamment pour se maintenir, donc elle va être noyée et elle va mourir. Donc on a, si vous voulez, ces points critiques liés à l'accélération du changement climatique. Et il n'y a que si on mesure concrètement cette réduction du risque qu'on pourra capturer le point de bascule et qu'à partir de ce point de bascule, on pourra se dire, là, ça nous dit combien de temps il nous reste, si vous voulez, pour engager des solutions plus complexes, comme le déplacement. Aujourd'hui, il commence, c'est à petite échelle, c'est partiel, c'est quelques familles, mais petit à petit, il concernera un nombre croissant de personnes. Donc, on a besoin de ça. Un autre élément qui est remonté, qui est extrêmement intéressant, est que le fait que, oui, c'est bien de pouvoir s'appuyer sur les solidarités communautaires et mobiliser les gens pour aller planter de la mangrove, mais quand ils plantent de la mangrove, ils ne sont plus dans leur champ.
ils ont besoin de ces champs pour produire une alimentation terrestre. Et quand ils sont dans la mangrove pour replanter de la mangrove, ils ne sont pas non plus en mer en train de pêcher. Et comme les champs et la mer ont de plus en plus de mal à produire, aujourd'hui on a des petits accidents de parcours où les récoltes baissent, etc. Si vous voulez, si on prive de main-d'œuvre les champs et la mer pour assurer l'alimentation, à un moment donné, CSFN, ces solutions fondées sur la nature, elles viennent en concurrence avec les besoins vitaux en fait de s'alimenter. Et c'est la raison pour laquelle OOUT et les autres associations locales ont impérativement besoin de financement et de financement durable pour pouvoir continuer à payer leurs animateurs, pour pouvoir embaucher des jeunes pour participer à ces opérations de restauration de mangroves. Sinon, à un moment donné, c'est soit la subsistance et on a à manger, soit on s'occupe de restaurer les mangroves pour essayer de prendre le contrôle de l'érosion et de la submersion. Donc ça, il faut en avoir conscience. C'est un coût qui est important en fait pour les populations locales. Et puis, il y a des choses auxquelles on ne peut rien faire. Aux embouchures des cours d'eau, dès qu'on a des crues, ça arrache les palétuviers qui ont été plantés. Et je pense que la seule solution, c'est d'arrêter d'en planter dans ces endroits-là parce qu'on ne peut pas lutter contre les crues. Au total, en conclusion de tout ça, donc ce qu'on peut retenir ensemble, et c'est quand même une magnifique nouvelle, c'est que les manifestations du changement climatique, ses impacts et les solutions d'adaptation peuvent être renseignées de manière fiable, relativement complète, par les savoirs autochtones. Ces savoirs autochtones ont donc une valeur unique parce qu'ils sont disponibles là, maintenant, tout de suite, par leur précision, par leur cohérence, par leur caractère systémique et holistique. Les chercheurs qui travaillent depuis longtemps avec des communautés autochtones disent « c'est le seul moyen d'avoir une image générale de ce qui se passe sur le territoire, en fait. C'est un peu comme une photo très complète du territoire. Sur la photo, il ne manque rien, en fait. Alors que la science, vous le savez, on est tous spécialistes dans un domaine spécifique et on a bien du mal à reconstruire une photo complète. Et pour l'instant, on n'y est carrément pas. Donc, ils offrent cette vision générale de la situation vécue et donc les collecter, les valoriser est crucial pour pouvoir soutenir les efforts d'adaptation qui sont déployés par les acteurs publics, du local au pays, les communes, la province, les efforts du gouvernement qui met en place sa stratégie d'adaptation aussi. Le deuxième point qu'il est important de retenir, c'est que les solutions qui ont déjà été testées, mises en place, et les résultats qu'elles ont donnés, peuvent aussi être collectés auprès des communautés locales, ici Kanak en l'occurrence, tout comme les besoins prioritaires de ces communautés. Et pour moi, la suite de l'histoire, et je suis ravie parce que demain après-midi, je vais aller travailler avec le maire de Touhaut, après notre visite de site avec OOUT, c'est de voir comment, à partir de ce premier travail qu'on a fait, on peut travailler avec nos partenaires locaux pour, on a identifié des impacts, on a identifié des besoins, mais maintenant il va falloir les prioriser. On ne pourra peut-être pas mettre en place en même temps des solutions qui adressent tous les impacts. Donc il va falloir étaler ça dans le temps et ça s'appelle construire un plan local d'adaptation au changement climatique ou une trajectoire d'adaptation. Et moi, mon plus grand bonheur, franchement, sur les 2 ans qui viennent, ça serait de réussir à faire ça avec Touhaut, puisqu'on s'est beaucoup impliqué sur Touhaut, et d'avoir du coup un espèce de modèle complet sur comment on part du point de départ à essayer de comprendre comment le climat et l'océan changent, à comment on atterrit sur un plan local d'adaptation qui est le résultat de ce que les populations locales veulent en fait, ce dont elles ont besoin, ça serait quand même une magnifique façon de terminer, ou en tout cas de poursuivre l'aventure. Les associations locales sont précieuses, ce sont de très bons partenaires pour mettre en œuvre l'adaptation localement. Elles n'ont pas inventé les solutions. Dans le cas présent, ce sont les anciens qui ont été les pionniers. Mais n'empêche que si on les soutient, elles peuvent permettre d'éviter que agir pour s'adapter au changement climatique entre en concurrence avec la subsistance, par exemple. Et elles sont aussi de très bons lieux pour impliquer les jeunes, les former, leur fournir des emplois, etc. Donc on doit privilégier ça. Et du coup, et ça sera ma dernière diapositive,
Pour moi, aujourd'hui, en fait, si on veut faire de l'adaptation, il faut reconnaître, s'appuyer sur, partout où ils existent, les savoirs autochtones et locaux. Je dis « et locaux » parce que parfois, ce sont des populations qui ne sont pas autochtones, mais qui possèdent quand même des savoirs parce qu'elles vivent en lien étroit avec leur environnement, qu'elles sont là depuis longtemps, etc. Donc, la pyramide de la victoire, c'est une face. Ce sont ces savoirs autochtones et locaux. Une deuxième phase de la pyramide, c'est bien sûr les connaissances scientifiques que j'avais commencé par la modélisation, et les résultats de CLIPSA qui sont en train d'être restitués sont très importants. Ça nous dit quel sera le climat demain. Donc ça va nous aider à dire jusqu'à quand et est-ce que telle ou telle solution est valable pour demain. Pour aujourd'hui, on le sait, mais pour demain et pour demain dans longtemps. Et puis ensuite, il est évident aussi que, et je l'ai moins montré parce que ce n'est pas l'angle d'approche que j'ai choisi pour ce soir, mais j'ai aussi évidemment énormément appris en travaillant avec la commune, en travaillant avec la province Nord. Chaque année, j'ai passé une demi-journée avec des représentants des différents services de la province. Donc ces acteurs-là, institutionnels, et qu'ils soient institutionnels, coutumiers ou non coutumiers, sont fondamentaux aussi, sont aussi détenteurs d'une expérience, détenteurs de savoir, et sont des soutiens fondamentaux. Donc pour moi, il n'y a pas 50 solutions. Si on veut réussir l'adaptation au changement climatique au bénéfice des populations locales, il faut travailler à intégrer au mieux ces trois formes de savoir. Ça, c'est la solution pour demain. Voilà, je vous remercie. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Et si vous voulez en savoir plus, là, il y a des petites pistes. Et de toute façon, je partagerai ça. Merci beaucoup d'avoir été là. Et n'hésitez pas, si vous avez de l'expérience à partager, des idées à partager, des commentaires à faire, des questions à poser, c'est le micro et on va pouvoir le faire circuler. Moi, je vais vous faire une petite confidence en attendant de voir s'il y a des questions ou des commentaires. Franchement, ce que je vis sur ce territoire à travers ce travail-là, je suis ravie de pouvoir voir le maire demain, voir tout, etc., pour qu'on puisse continuer. La province aussi, bien sûr, on en a discuté avec Gaëlle tout à l'heure. Ça a été aussi une de mes plus belles aventures humaines, en fait. Un chercheur, c'est pas une bête de laboratoire. Il n'y a rien qui est plus satisfaisant, en fait, que de faire de très belles rencontres humaines, d'apprendre d'autrui, plutôt que d'apprendre dans des livres ou dans des articles scientifiques. Moi, j'en peux plus, en fait, j'en ai 3 vallées. Et l'aventure humaine, c'est ce qui donne du sens aux choses, en fait. Donc moi, je crois beaucoup plus à ça aujourd'hui que de continuer à participer aux travaux du GIEC. J'ai participé pendant 12 ans pour pondre des rapports qui, tous ensemble, font 7000 pages, qui sont très difficiles à comprendre, même pour des étudiants de master. J'ai pu le tester puisque j'essaie de les former en fait à comment on peut s'approprier ces rapports. Ils sont franchement indigérables. Je pense qu'Alice, tu diras pas le contraire. Donc il faut faire autre chose en fait. Et moi ça, j'y crois plus. Et c'est parce que j'y crois plus que je ne veux plus participer à ce travail-là. Par contre, je pense que en se donnant la main et en apprenant les uns des autres et en s'écoutant, je pense qu'on peut construire de très très belles choses. Et je pense que la Nouvelle-Calédonie, elle a en dépit des péripéties de son histoire et des difficultés auxquelles elle est confrontée, elle a un capital. Je pense qu'il faut qu'elle travaille sur ce capital humain, qui est un levier absolument fondamental pour avancer. Donc moi, ce qui m'a beaucoup plu ici, et si je tiens à ce territoire, si j'ai envie de continuer, si je suis très heureuse de voir qu'Alice fait sa thèse ici, passe quasi une année ici, va pouvoir continuer à beaucoup investir, c'est au nom du caractère précieux. Ce qui est le plus précieux, en fait, c'est l'aventure humaine. Bonsoir, donc moi c'est François Tron, je coordonne le projet Kiwapé Bac Plus pour la Nouvelle-Calédonie. Merci beaucoup à l'équipe de Mathieu Juncker d'avoir fait venir Virginie Duvat. Merci Virginie de ta présence. Merci à l'université de nous accueillir ici à Bako, au Koné.
Tu parles de savoir, Virginie. Est-ce que tu intègres les pratiques et les savoir-faire dans ta conception du terme savoir? Et il me semble, en tout cas, avec les travaux de Hout, on est vraiment dans des pratiques. Je pose la question parce que dans le cadre de Payback+, on a des activités de démonstration de terrain. Et donc là, on est vraiment dans la mise en œuvre d'un certain nombre d'interventions, d'opérations, de mesures de gestion. Et la question qui vient, c'est quels sont les facteurs de l'innovation, du partage d'expériences, de l'apprentissage qui font que peut-être certaines pratiques ancestrales peuvent être mises à jour, ajustées, ou comment est-ce que des nouvelles pratiques peuvent être adoptées? D'où vient, au-delà de la connaissance de comment l'environnement a évolué, comment est-ce qu'on se met en mouvement en tant qu'individu et communauté? Merci. Alors bien sûr, hein, j'espère que c'était en filigrane dans ce que je vous ai raconté, ou alors j'ai raté ma cible. Bien sûr que dans le savoir, hein, sur le plan de la conceptualisation scientifique, on intègre tous les savoir-faire en fait, puisqu'on est typiquement dans un apprentissage qui se fait par l'expérience. Dès qu'on parle de savoir autochtone, on est dans de l'apprentissage qui est fondé sur l'expérience. Il est complètement ancré en fait, hein, territorialement. Donc ça, c'est pour répondre à la première partie de ta question. Et la deuxième partie, elle est sur comment on peut faire à l'heure où les choses changent et où il y a eu pas mal de choses qui ont été proposées, hein, notamment par les chercheurs, par les organisations internationales, etc., par ceux qui financent en fait cet effort d'adaptation au changement climatique. Il a été proposé dans un premier temps d'intégrer les différentes formes de savoir, essayer de constituer une espèce de les prendre chacun comme un des ingrédients d'une énorme recette et de mélanger tout ça pour dire ça permettra d'avoir de la connaissance. Beaucoup se sont élevés contre ça en disant il ne faut surtout pas les intégrer parce qu'ils sont de nature différente, ils sont spécifiques, ils ne sont pas intégrables en fait entre eux. Hein, donc il faut davantage créer des ponts, créer du lien. Et aujourd'hui, on sait, par exemple, et je pense que vous en aurez des présentations avec la restitution CLIPSA, que malheureusement je vais rater, mais CLIPSA a beaucoup travaillé sur l'agriculture et on sait très bien qu'il y a d'un côté ce que les populations locales vivent, remarquent, etc. Et de l'autre côté, il y a aussi tout un tas de choses qui peuvent venir des milieux qui sont spécialistes, qui sont techniques, qui sont scientifiques, etc. Donc je pense que l'enjeu, il est là. Et j'irai même au-delà, il est aussi de s'ouvrir sur la région, en fait. Moi, il y a des choses que je vis ou que je vois ici, je veux dire, je les présente ailleurs et ça intéresse beaucoup les autres îles en disant, mais nous, on aimerait bien que effectivement cet effort-là, par exemple, soit fait sur notre territoire. Donc, je pense que c'est dans la connexion des savoirs. Il faut accepter que l'innovation puisse venir directement de populations locales qui ont leurs pratiques et qui innovent, en fait. Elles s'ajustent en permanence. Et ça aussi, c'est une spécificité des cultures autochtones, c'est d'être en évolution permanente. Alors que moi, je peux vous dire que dans le milieu de la recherche, je peux me permettre de le dire, ça fait 30 ans que je fais de la recherche dans le même domaine, 100% dans des îles tropicales, il y a encore tout un tas, si vous voulez, de connaissances que j'ai appris quand j'étais étudiante, qui sont complètement fausses, en fait, elles sont complètement dépassées, mais ça continue à être dans les bouquins, on est obligé de dire à nos étudiants qu'il ne faut pas s'appuyer là-dessus, et elles continuent à se colporter parce qu'on passe par l'écrit, parce qu'on rigidifie. Le savoir, c'est le savoir, en fait. Je veux dire, c'est quasiment une Bible, on ne peut pas y toucher, et on n'a pas cette capacité, cette flexibilité pour adapter le savoir au fur et à mesure. Et ça, en milieu autochtone, c'est complètement différent, puisque c'est un savoir qui est tiré de l'expérience, de la pratique, et du coup qui s'actualise en permanence. Ce qui fait qu'aujourd'hui, certains chercheurs posent l'hypothèse, et je suis très pressée de voir dans quelle mesure ça peut être vérifié. Pour l'instant, j'ai rien trouvé qui le montre, mais j'ai peut-être pas tout épluché non plus. C'est une masse énorme d'informations. Mais pose l'hypothèse que grâce à cette capacité à s'ajuster en permanence sur la base de l'expérience, que ces savoirs autochtones permettraient, au moment où le changement climatique s'accélère, de transitionner plus vite vers les solutions de demain, en fait. Là où
Le savoir scientifique, qui est quand même plus long, actualisé, on continue à dire que le nombre de cyclones augmente dans le Pacifique. Enfin, c'est une catastrophe. Hein. Ça fait 10 à 15 ans qu'on sait que c'est faux, en fait. Hein, mais ça continue à circuler. Donc, on a certaines formes de production de savoir sont plus difficiles à actualiser, j'ai envie de dire. Hein. On a des systèmes de transmission, alors c'est à d'autres échelles, on peut s'amuser à le discuter. Mais n'empêche que, hein, il y a cette hypothèse qui est posée, et moi qui me semble intéressante, de se dire, on a cette souplesse, cette flexibilité et cette capacité aussi à s'approprier l'innovation. Et d'ailleurs, à tout haut, on nous a beaucoup dit, on a besoin d'un appui technique, on a besoin des nouvelles technologies, on veut pouvoir s'emparer des différentes formes en fait, de savoir d'innovation pour être les plus performants possibles. Donc il y a aussi cette perméabilité qui est importante. Et moi, je l'avoue, hein, à travers les projets de recherche que je coordonne, on a beaucoup de mal à sortir de cette approche en silo où chacun reste un peu dans sa discipline. Ça fait 6 ans, on essaie pendant 6 ans sur un projet de recherche. Au bout de 4 ans, on espère réussir à créer des ponts hyper efficaces entre les disciplines, alors qu'on essaie depuis le début, quoi. Donc voilà, je pense qu'il y a des atouts à regarder les choses avec une autre vision, avec une autre expérience. Ta question, elle est super, mais on ne peut pas y répondre de manière satisfaisante, je suis désolée. J'espère que tu n'es pas trop déçu. D'autres questions? Bonsoir, Anne-Sophie Carnuccini, je suis la directrice de l'Agence néo-calédonienne de la biodiversité, qui est à Koné. Merci beaucoup pour cette super présentation qui est, mine de rien, très enthousiasmante, moi je trouve, malgré l'ensemble de risques là, qui sont pointés. Je trouve que votre plaidoyer sur l'aventure humaine prend une drôle de résonance sur le lendemain de la mort d'Edgar Morin, et juste à la fin d'une canicule en Hexagone. Voilà, bon, pour une contextualisation un peu triste, mais je voulais plus particulièrement vous demander qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette troisième partie de la pyramide là, des collectivités et institutions dont on a aujourd'hui l'impression que c'est peut-être celle qui est le plus à la traîne ou une des plus difficiles aussi à sortir de ces silos, alors que toutes ces choses, on les connaît aussi, y compris en collectivité, depuis des dizaines d'années. Merci beaucoup, c'est une très belle question. Quand on se place du côté des institutions, on sait qu'on est pris dans ce qu'on appelle, et je trouve que l'expression est jolie, donc je vais me permettre de partager avec vous ce concept scientifique, on est sur ce qu'on appelle la dépendance au sentier. La dépendance au sentier, ça veut dire qu'on marche dans un certain sens et qu'on a appris en fait à régler les problèmes qu'on rencontre en utilisant des procédures données, en allant piocher dans la boîte à outils des solutions qu'on a l'habitude de mettre en place. Et la difficulté des institutions, au-delà de ce qu'on appelle le millefeuille institutionnel, avec tous ces étages qui sont aussi nombreux à l'intérieur d'une seule et même institution qu'entre plusieurs institutions de l'échelle locale à l'échelle aujourd'hui mondiale. Il y a des organisations internationales qui font partie des institutions finalement, qui jouent un rôle. Cette dépendance au sentier, c'est quelque chose qui fait qu'une institution a des pratiques, elle aussi, elle a des connaissances, elle a des pratiques, elle doit appliquer la réglementation. Elle est partie sur une route et sur cette route, en fait, au fur et à mesure, elle a construit tout ce qui lui permet de rester au mieux sur cette route. Et donc, ces institutions, elles ont beaucoup de mal à bifurquer, à changer de chemin, à changer de route. Et ça nous est d'ailleurs ressorti aujourd'hui dans les ateliers qu'on a fait. On a eu un très beau témoignage éclatant cet après-midi de quelqu'un qui nous a dit « mais en fait, on n'en peut plus, quoi. On est bloqué par des problèmes de gouvernance, finalement, institutionnels, qui font qu'on a envie d'avancer, mais on n'y arrive pas, en fait. C'est extrêmement complexe. » Donc, c'est ce qu'on appelle la dépendance au sentier.
Et cette dépendance au sentier, elle nous met face au défi, quelque part, d'accepter de remettre un peu les pendules à zéro, quoi, hein. C'est-à-dire de se dire, nos institutions. Alors, nos institutions, à quoi elles servent, hein? Nos institutions, elles servent à aider tout un chacun à mieux vivre, en fait. Enfin, il me semble, hein. C'est un système organisationnel qui doit être au service d'une meilleure vie pour tous, en fait. Ça sert à ça, une institution. Je pense que les institutions vont avoir besoin de se réinventer. Elles vont avoir besoin d'évoluer considérablement. Peut-être que, pourquoi pas à Nouvelle-Calédonie, on pourrait imaginer un territoire qui décide, en fait, une institution sur un territoire, qui décide de se lancer dans un projet expérimental, remettre un peu tout à plat. Et il va bien falloir que ça se produise, puisqu'on sait que, et c'est partout, c'est à l'échelle mondiale, c'est, je veux dire, dans les pays continentaux, les pays insulaires, quel que soit l'indice de développement humain ou le produit intérieur brut, enfin, quel que soit le niveau de développement, quelle que soit la taille des pays, quelle que soit la taille de la population, etc., partout, on est coincé par cette dépendance au sentier. Ça veut dire qu'on est là sur la route, et en fait, c'est une autoroute, on ne regarde pas le paysage. On ne va pas forcément très vite parce qu'aujourd'hui sur les autoroutes on ne peut plus trop rouler vite à cause de la chaleur et de la pollution que ça génère. Donc on avance et puis on est prisonnier de ce sentier en fait. Donc il faut casser ça. Ça veut dire qu'il faut accepter de reconnaître quelles sont les réglementations par exemple qui ne sont pas favorables pour soutenir les politiques d'aujourd'hui et de demain et qu'il faut les changer. Ça veut dire que peut-être se réinventer, ça peut être casser les silos pour créer en fait des divisions qui soient beaucoup plus transversales ou avoir à chaque fois qu'une division travaille sur un problème, il y a nécessairement des phases de concertation avec les autres divisions pour qu'elles puissent dire en quoi elles sont concernées, etc. Il va falloir changer de méthode, c'est clair. Et il va falloir des efforts qui sont absolument colossaux. Et ces efforts vont être d'autant plus difficiles à produire qu'aujourd'hui, les institutions publiques n'ont plus d'argent. Et je ne veux pas tout lier à l'argent, mais quand même, quoi. C'est vrai que pour prendre des virages, on a aussi besoin de faire entrer, à mon avis, dans ces institutions. Et je suis très à l'aise pour le dire, parce que je le pense aussi de mon propre métier. Je pense que le renouvellement avec l'arrivée, moi je crois en la jeunesse, donc le renouvellement avec l'arrivée de nouvelles générations, qui ont une vision différente, va permettre, si ces générations sont aussi enrichies de l'héritage que les anciens leur auront légué, c'est quand même une manière de se remettre en cause, de se re-questionner. Je ne pense pas que, sauf cas exceptionnel, des personnes qui sont en poste depuis 40 ans, qui ont toujours fait la même chose, qui sont un peu fatiguées par la vie, qu'on en ras-le-bol, qui attendent la retraite, mais elles ne la voient toujours pas venir. Ce n'est pas ces gens-là qui vont révolutionner le système et sortir de la dépendance de sentier. Je pense que ça ne sera pas le cas. En tout cas, moi, j'essaye à l'université, je me sens assez seule, et je suis convaincue que ce n'est pas ma génération qui va faire ce qu'on doit faire aujourd'hui si on veut former correctement à l'université, c'est-à-dire sortir des salles de cours, sortir des amphithéâtres, être en prise avec le réel. Enfin, il y a tout un tas de choses qu'on peut complètement... Il faut les rejouer, en fait. Le monde a beaucoup changé. Moi, depuis que j'étais enfant, ado, étudiante, etc., même depuis 10 ans, le monde a considérablement changé. Moi, j'ai fait mes études sans ordinateur, il n'y a pas Internet. Enfin, je suis peut-être un dinosaure, mais n'empêche que c'est une réalité forte. Donc, je pense qu'il nous faut aussi un renouvellement générationnel. Et il nous faut des moyens, parce qu'il faut qu'on donne des postes aux jeunes, il faut qu'on accepte aussi d'expérimenter des choses et de se tromper. L'échec est un moyen d'avancer, puisqu'une fois qu'on sait que quelque chose ne marche pas, on peut définitivement le mettre de côté si on garde la mémoire du fait que cette chose ne fonctionne pas, en fait. Donc moi, je crois beaucoup, et François parlait d'innovation, je crois à l'apprentissage par l'expérimentation. Jusqu'à présent, ça fait quand même partie des processus qui fonctionnent le mieux, en fait. Donc il faut accepter ça. Et oui, ça demande un effort collectif, ça demande une envie de se réinventer. Et pour être capable de consentir à faire cet effort, je pense qu'il faut aussi arrêter de voir du négatif, du rouge partout, etc. Il faut se dire qu'en fait, face au changement climatique, c'est comme face à l'emploi, c'est face à la santé, face à tout. Il faut juste, ensemble, se mettre d'accord sur le cap. C'est comme si on était en mer, on a la ligne d'horizon et on doit juste décider ensemble où est-ce qu'on veut aller, en fait.
Qu'est-ce qu'on veut pour demain? Qu'est-ce que c'est qu'un projet désirable pour demain? Il faut qu'il y ait de l'envie, en fait. Il faut que ça soit beau. Il ne faut pas que ça soit plombé avec ces messages catastrophistes qu'on se prend sur le coin de la figure en permanence. Et moi, c'est la raison pour laquelle ma recherche a évolué. Avant, je travaillais beaucoup sur les impacts. Aujourd'hui, je travaille sur les solutions. J'en peux plus des impacts, en fait. Parce qu'à coup d'impact, on finit, hein, comme diraient certains de mes collègues de la journée, par se faire prescrire une ordonnance antidépresseur. Et moi, j'ai pas envie de ça, en fait. Je pense que comme vous tous, on a besoin de rêves, on a besoin que nos enfants puissent avoir des rêves. Donc, je pense que ce qui est très important, c'est pas juste de se dire que le changement climatique, c'est quelque chose de plus qui vient plomber notre avenir. Il faut, face à ça, se dire où est-ce qu'on veut aller. Qu'est-ce que ça peut être qu'un futur collectif désirable? Bien sûr, on n'est pas dans un monde de bisounours. Je sais, parce que je travaille dessus depuis longtemps, que les pressions climatiques se renforcent, qu'on ne pourra pas faire tout ce qu'on veut, etc. Mais je pense que d'avoir un élan collectif positif avec des cibles, des buts à atteindre ensemble où chacun peut avoir un rôle, je pense, moi, que c'est la seule solution. Parce que si on a de l'envie plutôt que de se sentir de l'obligation et de la contrainte, c'est sûr, hein, on ira beaucoup plus loin, en fait. C'est les rêves qui nous portent. C'est ni les regrets, ni les impacts, ni les contraintes. Je veux dire, ça dégoûte tout le monde, en fait. Donc, je pense que se créer une image d'un futur désirable, possible, c'est un moyen de créer de la mobilisation sur la base de solutions. Et je fais partie des gens qui pensent qu'aujourd'hui, on en sait largement assez sur les manifestations et les impacts du changement climatique pour s'occuper de mettre le paquet sur les solutions. C'est pas en connaissant un peu plus précisément, statistiquement, tel ou tel impact qu'on aura là une clé fondamentale pour s'adapter. C'est faux, en fait. C'est complètement faux. Hein? Donc voilà, moi je pense que de l'envie, un projet de société, et puis cette chaîne humaine, en fait. Hein, c'est ça qui réchauffe les cœurs, c'est ça qui fait qu'on se sent bien. Moi, je sais que ce soir, je vais me sentir bien. J'aurais passé une magnifique journée avec des personnes merveilleuses qui sont souriantes, qui m'auront appris des choses, avec qui j'aurais partagé. En fait, c'est une des journées de ma vie où j'espère que c'est pas juste une illusion, mais je crois pas. En tout cas, c'est sûr, j'aurais le vécu d'avoir fait partie d'un tout, d'un effort collectif, et là-dedans, l'espérance de pouvoir avoir une utilité, en fait. Et je pense qu'on a tous besoin de ça. Voilà. Merci. Je ne sais pas si ça va aider, hein, mais allons-y. Je vous propose qu'on finisse sur cette magnifique conclusion, vu l'heure. Du coup, je propose qu'on s'arrête là et on peut continuer la discussion juste à côté. Il y a un peu de boisson. Oui. Bon, comme c'est une élue, je suis obligé de donner la parole. Oui, bien sûr, Samy. Non, c'était pour remercier Madame Duval pour cette présentation et aussi lui dire que la pyramide que vous avez présentée en conclusion, c'est exactement ça qu'il faudra, qu'on a travaillé, mais peut-être insuffisamment ou peut-être à revoir, mais c'est exactement ça. Il faudra que les 3 étages là travaillent en synergie. Donc moi, c'est ce que j'appelle moi aussi la gestion participative ou la démocratie participative, parce que c'est quelque chose que l'on veut mettre en place aussi au niveau du Congrès. Et donc ça permet de regrouper tous les acteurs, en fait. Donc, que ce soit autochtones et locaux, mais jusqu'à la connaissance institutionnelle. Et donc, vous avez aussi parlé de CLIPSA tout à l'heure. Donc, la semaine dernière, je pense, semaine dernière, on avait assisté au comité du changement climatique au gouvernement, où on a eu exactement les mêmes données scientifiques. Parce que il y a l'intergénérationnel ou les jeunes, il faut aussi qu'ils aillent aussi dans ce sens. Mais le projet CLIPSA, tel qu'il a été présenté au comité, il y avait beaucoup de doctorants jeunes qui ont pratiquement discuté sur les savoirs locaux, comme ils le disent.
Donc, ils sont partis sur les rendements des cultures vivrières et qui disent que, bien évidemment, les rayonnements solaires ou l'augmentation de la température influent sur le rendement. Et c'est en expérimentant sur la culture de l'igname et puis la culture de taro. Donc, moi, j'ai envie de dire par là que je m'y retrouve parce que c'est pratiquement un peu ça comment on travaille, nous, au niveau de la province. Mais je vois que là, tout le monde est... mais bon, après, il faut, comme vous le dites, partir de l'existant. Et puis, là, prochainement, il y aura les élections provinciales, les élections municipales sont passées. Donc, les futurs élus provinciaux, comme les élus municipaux nommés actuellement, c'est un enjeu majeur auquel nous devons faire face. Et donc, je pense que c'est dans l'esprit ou dans la conscience des élus de repenser les politiques publiques pour adapter au mieux à cet enjeu majeur auquel, voilà, il faudra qu'on fasse face, quoi, pour justement protéger notre population, puis répondre aussi aux doléances, et puis voir comment on pourra financer tout cela, parce que ça coûte. Fait de relocaliser, de déplacer, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure. Mais ensemble, hein, sur cette pyramide-là, on va trouver les moyens. Il faut qu'on trouve les moyens. Voilà. Merci beaucoup. Merci, très belle soirée à vous tous. Merci beaucoup d'avoir été là.